se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Bonjour et bienvenue ici à la Foire de Paris, porte de Versailles. On va se gêner vous présente ses dernières inventions. L'invention marseillaise, Titoff. Ouais. Le gadget inusable, Daniel Evenou. L'homme à tout faire dans la cuisine, Stevie Boulet. Celui qui sert à tout et que vous pouvez ranger n'importe où, Jérémy Michalak. Dans l'espace femme, vous trouverez aussi Isabelle Motro. Et au stand obsèques futuriste et moderne, Philippe Alfonsi. Bravo. Et oui, c'est ça, la Foire de Paris. J'ai pas compté le nombre de stands différents qu'on peut trouver ici dans les allées. Pour tout dire, on n'a pas encore eu le temps vraiment de faire toute la foire. Mais Stevie, je sais que à peine l'émission terminée, vous allez vous balader parce que vous avez repéré de très belles hôtesses, Jérémy, François, Nicolas, Claude et Bernard. Et moustache. Parce que je soupçonne le public de venir à la Foire de Paris, pas seulement pour les stands et les innovations, mais aussi pour les hôtesses et les hôtes qui sont là. Et qui... Ah, c'est un truc pour draguer ici. Non. Oui, c'est génial pour draguer la Foire de Paris. Non Ah bon. Ah Il oui. faut payer l'entrée, c'est tout. Mais autrement, vous aimez ça, vous, Stevie? Ah moi j'adore la Foire de Paris. Il y a toutes les nouveautés pour ta maison, pour ton jardin, un nouveau portail. D'ailleurs, en parlant de ça, moi j'ai craqué sur un portail en fer forgé, il est magnifique. Ah oui. Le problème c'est que j'habite en appartement, je sais pas, Oui, il faut je sais pas trop où je vais le mettre. Un joli portail en 95B, on a tous craqué dessus. On l'a repéré. C'est jusqu'au 9 mai, la Foire de Paris, ici, porte de Versailles. Alors, n'hésitez pas. Bienvenue à la Foire de Paris, comme dirait Madame Marie-Josée Post, qui est la directrice de cette foire. Et c'est vrai qu'en termes de design, de cuisine, de salle de bain, d'électroménager, de jardin, de piscine, d'ameublement, de décoration, j'ai tout fait. Et d'espace femme, le dernier aspirateur à la mode qui vous conviendra, chère Isabelle Motro, il est ici. Mais oui, bien Il est ici à la Foire de Paris. L'espace femme ne se conçoit pas sans aspirateur. On aurait dû venir clair, avec Jérôme Bonaldi, Oui. Philippe Alfonsi, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'était l'homme idéal ici, Bonaldi. Ah bah absolument, il nous aurait fait des démos dans les stands, il aurait couru partout, il aurait ramené... Mais il est dans un stand en train de faire une démo, Ah bon forcément. C'est inquiétant quand tu te balades, t'as l'impression qu'il va surgir à tout moment, Jérôme. Non, moi je pense que c'était impossible, Jérôme Bonaldi ici. Ah oui, pourquoi? Bah non, bah, tu sais, il aurait bugué, c'est comme un ordinateur. Ouais, il y a trop de C'est choses. comme un robot, c'est comme dans les films de science-fiction, le robot il aurait bugué, il aurait implosé, il aurait une crise cardiaque. Trop d'un coup. Jérôme, il fait des crises d'épilepsie quand il vient ici, là, il bave sur le côté. Vous êtes déjà venu à la Foire de Paris, Philippe Alfonsi? Je crois pas. C'est la Non, première voilà, c'est la fois. première, ouais. Oh là Oui. là. Pourquoi vous êtes venu, vous? Ah oui, plusieurs fois. Bah pour les nouvelles technologies au niveau des électroménagers, maintenant ton réfrigérateur il a un iPad, chérie. C'est incroyable. Hein, chérie? On n'appelle pas Philippe Alfonsi chéri. Non, alors pas Oh, devant si tout le monde. moi je peux. C'est quoi le réfrigérateur iPad? Ah bah t'as pas vu? Bah non, Non, excuse-moi. c'est un réfrigérateur où t'es connecté à Internet et puis tu peux faire ta cuisine, chercher une recette de cuisine, avoir MSN sur ton frigo. Oui, mais Enfin, tu c'est accessoire, Oui, quoi. mais tu n'es pas dans le frigo. Daniel Evenou, vous, la dernière fois que vous êtes venu à la Foire de Paris, c'était pour l'invention de la télé couleur, je crois. Non. La dernière fois que je suis venue à la Foire de Paris, bah, c'était pas pour la Foire de Paris. C'était dans le même lieu, mais c'était le salon de l'agriculture. J'adore ça. Ah oui, d'accord. Mais oui, vous savez très bien que je viens tous les ans. On reparlera évidemment de la Foire de Paris, mais reprenons le cours normal de notre émission avec quelques mails envoyés par les auditeurs. Yolène, par exemple, ou Émilie, ou même Aude, ou encore Virginie. Toutes ces auditrices qui tiennent à me soutenir parce que elles aussi, quand elles étaient enfants, elles ont fabriqué leur confetti elles-mêmes avec une perforeuse. Et c'est vrai qu'hier, je me suis fait charrier par mes camarades parce que je racontais qu'au Havre, avant le Corso Fleury, je faisais moi-même mes confettis avec ma perforeuse. Eh bien, voyez, je ne suis pas le seul en France. Moi aussi, je l'ai fait. Ah, voyez. Mais pas avec la perforeuse. Tu sais, je prenais les prospectus dans les boîtes aux Avec lettres, ton sexe. je faisais des lamelles avec des ciseaux et après je faisais des petits carrés. Ah oui, oui. Et ça faisait des Mais confettis. t'as pas écouté l'émission d'hier parce que ça finissait par son papa qui disait « Et maintenant,
Qu'est-ce qu'on fait-il? Oui, alors, hier c'était drôle, vous voyez Daniel. Et vous-même, Stevie, alors, vous avez été perforé vers quel âge? Vers 17 ans. Quelle horreur. Il te répond quoi. Il te répond premier degré, tu sais. 17 ans, il en avait 48. Bon, bah, alors. J'ai regardé les podcasts lorsque vous remplaciez Guy Carlier. Je voulais vous dire que je vous trouvais très très sexy avec votre petite barbe de 3 jours, me demande Alexandre. C'est normal, si d'habitude il regarde Guy Carlier. Voilà. Évidemment. Moi, quand on me dit que je suis beau, c'est toujours par comparaison. Non, mais par rapport à Ribéry, t'es pas mal. Hein, Guy Carlier vient souvent à la foire de Paris. oui ici, ouais. Il vient acheter son blouson en cuir, tu sais, dans le rayon canapé. C'est méchant. J'ai découvert votre émission. J'ai découvert votre émission Il va se venger. un an environ. Pour être franche, j'écoutais les grosses têtes auparavant, dit Laurence. Et pour une raison de réception au travail, je suis tombé sur votre émission que depuis je ne quitte plus. J'ai même dit à mon mari qu'il était ringard de continuer à écouter RTL. Merci à votre équipe de me faire mourir de rire, en particulier bien sûr à monsieur de Kersozon, car je suis brestoise. Et je signale d'ailleurs qu'on aura Olivier en ligne depuis l'exposition universelle de Shanghai lundi prochain, puisque Olivier de Kersozon est là-bas. J'adore aussi Madame Claude Sarraute, qui est trop mimi. Néanmoins, de toute façon, toute votre équipe est géniale. Spéciale dédicace quand même à Titoff, vu que mes garçons sont fans de l'Olympique de Marseille. Un de mes fils a même fait un aller-retour Brest-Marseille pour le match Marseille-Saint-Etienne. Je comprends pas tout, mais enfin c'est quand même... Non, mais moi je croyais que j'allais avoir un compliment, mais bon, en fait, s'ils aiment l'OM, écoute, je prends déjà aussi. Je prends aussi. En plus, tiens. il y a un train. Qu'est-ce que vous dites? Non, je veux dire, en plus, c'est normal, parce qu'il y a un train qui fait Brest-Marseille. C'est intéressant ça. Oui, C'est bien, ouais. Daniel. Ouais, et si on veut faire Dijon-Toulouse, tu connais aussi? Ah non, c'est impossible. J'adore votre émission et hier, en me faisant une recherche sur l'un de vos chroniqueurs, en l'occurrence Titoff, j'ai été surpris de voir qu'il y avait aussi un acteur de porno gay qui s'appelait Titoff. S'agit-il du même, demande tiens, Thierry. bien Il y avait longtemps, hein, il y avait Bien longtemps. sûr. Non, c'est un bi, il est bi. Oui, les billes. Ah, bah ça change Voilà, bon, Lui, voilà. il est on bi, en mais a pas- assez parlé. Non, c'était ma grand-mère, la pauvre, qui, pour une des premières télés que j'avais fait, elle coïncidait aussi avec une des promotions où il parlait de ce film X. Et donc, le lendemain, dans le quartier à Marseille, c'était assez rigolo parce que, mais votre petit-fils, il est pas du tout humoriste. Il y avait eu un léger quiproquo. Bonjour Laurent Ruquier, je vous écoute tous les jours en podcast. Je suis cinéphile comme Isabelle Motro. Des fois, je m'ennuie en tant que projectionniste, mais j'ai toujours le sourire quand je l'écoute. Embrassez-la pour moi, Julien de Washington. Ah oui, il faut qu'on aille loin aller chercher vos fans. Isabelle. Attends, moi, on me compare pas, Guy Carlier, excuse-moi. Mille merci Isabelle. Enfin une explication précise et pertinente, écrit Marivonne, sur le sujet du port de la burqa. Vous avez été parfaite vendredi dernier face à la bêtise humaine. C'était très courageux ce que vous avez dit, puisqu'il est de mise de placer le libre arbitre là où il n'a pas sa place. Je précise que je suis une femme de gauche. De plus, c'est la première fois que j'écris à un média. Bonne soirée à celui ou à celle qui lira ce message. Oh, bah, je suis très flattée. Ah, vous voyez, Ouais, ça vous fait plaisir. Ah, bah, ça me fait très plaisir. Quelqu'un qui n'écrit jamais et qui prend la peine de le faire, ça me fait vraiment plaisir. Est-ce que Philippe Alfonsi, j'ai quelque chose pour vous aussi, Philippe. Est-ce que Philippe Alfonsi pourrait arrêter avec ses chroniques toujours sur des communistes? Il y a d'autres personnes tout aussi intéressantes et qui sont pas coco. Oh, pas vraiment, hein. C'est usant à la longue. Bon, enfin, J'avais pas remarqué, mais c'est vrai que vous faites tous les communistes morts. Remarquez, il n'y en a plus beaucoup de vivants en même Ah, temps. c'est comme, on les liquide comme ça. Voilà. C'est pas un communiste aujourd'hui dont vous allez nous parler? Bah, il n'est pas communiste. Il est pas communiste, mais bon, il est pas. Non, pas vraiment. Il est anarchiste. Non, mais ça dépend. Si vous prenez tous les gens de gauche pour des communistes, alors celle-là, il faudrait peut-être lui rappeler que c'est pas tout à fait la même chose. Bon, on verra tout à l'heure. Et puis, quelques blagues envoyées par un auditeur. Alors, je dois dire qu'elles ne ressemblent à aucune autre blague qu'on nous ait jamais envoyée. Donc, je ne suis pas sûr de l'effet garanti. Mais en même temps, comme c'est assez surprenant, je me dis, je vais les tenter. Alors, voici la première. C'est un petit cheval qui rentre dans une boulangerie et qui demande « Bonjour madame, est-ce que vous auriez un sandwich au dinosaure, s'il vous plaît ?» Et la boulangère lui répond « Désolé mon petit cheval, mais on n'a plus de pain. »
Ouais. C'est vrai qu'elle est d'un autre genre. Ah, elle est surréaliste celle-là. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça serait pas la Oui, fan mais voilà, d'Isabelle c'est- qui écrit depuis Washington? Non, mais c'est le genre. non. Alors j'en ai une deuxième du même genre, c'est un petit cheval qui rentre dans une boulangerie Ah oui. et qui demande: bonjour madame, est-ce que vous auriez un sandwich au concombre s'il vous plaît? Et la boulangère lui répond: désolé mon petit cheval, mais on n'en a plus. Le petit cheval est un peu désappointé mais répond: c'est pas grave, je suis venu en mobilette. Mais qui écrit ça? Alors là je dois dire que c'est peut-être les moins drôles des histoires qu'on nous a envoyées, mais en même temps ce sont les plus originales. Qui envoie ça? Je ne sais pas qui peut envoyer ça. Il y a deux garçons qui peuvent envoyer ce genre d'histoire. C'est ou Gaspard Proust ou Jean-Jacques Vanier. Vous voyez, C'est possible. je vois que ce genre-là. Pensez à Il Vanier, faut les moi. garder sur un bout de papier. Quand t'es bien bourré, à mon avis, elles doivent faire rire ces blagues. Vous avez vu que Gaspard Proust fait la dernière page de Libération aujourd'hui. Alors là, non, gloire. vraiment, c'est la gloire suprême pour lui. Hein. Ah ouais. D'ailleurs, Fabrice Eboué s'est suicidé dans la nuit. Il faut quand même le dire. Alors, la dernière page de ça, Libé, c'est là, top. je dois dire ça, là. C'est classe. Chapeau bas, c'est classe. Non, Moi, une c'est fois, j'ai eu le poster de Tétu, mais ça n'a rien à voir. je l'ai toujours à la maison. Je sais. Marie-Claire et Mickaël, bonjour. Bonjour. Bonjour, Marie-Claire est à Martigues dans les Bouches-du-Rhône. Tiens, bonjour Marie-Claire. Bonjour Laurent. Quel Bonjour temps à toute l'équipe. Quel temps fait-il là-bas? C'est une question intéressée que je vous pose. Pas beau. Pas beau? Dommage. Non, Comment ça, pas beau? Nuageux. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Marie-Claire? Je cherche un job. Ah, vous cherchez un job, mais vous savez dans quel domaine précisément? Vendeuse. Vendeuse. Bah, écoutez, venez ici à la Foire de Paris, à mon avis. Vous devriez trouver un job, Marie-Claire. J'aimerais bien. Vendeuse dans quel domaine? Vous avez une spécialité? Je pense que je sais tout vendre. Vous savez tout vendre. Bon, sauf vous, manifestement. Ah oui. Bon, voilà. Vous allez chercher sur le cours, à Martigues. Oui. Et oui, moi j'ai habité à Martigues, à Croix-Sainte. Oui, je sais. D'accord, donc tout le monde raconte sa vie ou c'est quoi l'idée? Michael, lui, est à Tel Aviv. Bonjour, Michael. Bonjour Laurent. Bonjour toute l'équipe. Oh là là, une liaison depuis Israël, là, fallait le faire quand même. Que faites-vous là-bas, Michael? Directeur commercial pour une société de high-tech. Et vous êtes depuis combien de temps à Tel Aviv? Oh, une dizaine d'années. Il faut quand même dire, moi, qui ai eu la chance d'aller à Tel Aviv une fois, il y a 1 ou 2 ans de ça, que c'est, alors je dois dire, une ville incroyablement animée et joyeuse et agréable à vivre. Ouais, je vous ai croisé d'ailleurs à la sortie de votre hôtel. C'est pas vrai. Il y a Dis toujours donc. des dossiers qui ressurgissent 10 ans Oh là après. là, attends. Michael est de retour. Michael. Non mais on s'est croisés, on s'est dit bonjour. Non, j'ai pas osé. Je crois que vous étiez avec Claude Sarraute, c'est possible? J'étais avec Claude Sarraute, exact. Vous voyez Ouais. Je les déguise toujours, mes mecs. Une vieille perruque blanche, Et ça fait la blague. Et ça fait l'affaire. un sac Chanel, N'avance pas trop vite, surtout n'avance pas trop vite. et je rentre discrètement à l'hôtel. J'ai très bien son rôle alors. Bon alors, Mickaël, Marie-Claire, on va jouer dans un instant pour peut-être pour vous, un séjour dans un hôtel 4 étoiles, le Saint-Cyprien Golf Resort. Mais j'ai une première question à vous poser. À votre avis, on va jouer quand? Après la pub. 16h18 sur Europe 1, la bande à Ruquier est en direct de la Foire de Paris et nous en sommes au challenge auditeur. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Mickaël de Tel Aviv contre Marie-Claire de Martigues, ici à la Foire de Paris. On va suivre ce match. D'ailleurs, il y a 10 000 personnes qui sont en train d'assister dans les gradins de notre studio à cette rencontre internationale Martigues-Tel Aviv. Voici la question, Marie-Claire et Mickaël. Aujourd'hui, on commence à entendre Angela sur Europe 1. Mais qui est Angela? Un, Ouh. deux, Je signale que vous avez 5 à 10 secondes d'avance sur mes camarades, mais si vous n'en profitez pas... Angelina Jolie, non, ça m'étonnerait. Angelina Jolie, non, elle n'est pas encore animatrice sur Europe 1. C'est une femme? Angela, c'est sûrement une femme, vu son prénom, vous voyez. Ah ben ça pourrait être. Aujourd'hui, on commence à entendre Angela sur Europe 1. Mais de qui s'agit-il ou de quoi s'agit-il? C'est pas Angela Merkel, j'imagine. C'est Angela Laurent, c'est la productrice Laurent de l'émission L'amour est aveugle. Ah oui, la productrice de L'amour est aveugle. Non, parce qu'on on commence pas à l'entendre aujourd'hui, Angela Laurent. Mais on l'entend elle-même. On ne parle pas d'elle, on l'entend. Ah non, j'ai pas dit ça. J'ai dit aujourd'hui, on commence à entendre Angela sur Europe 1.
C'est une chanson? C'est une chanson. Yannick Noah, la chanson de Yannick Noah. La nouvelle chanson de Yannick Noah. Bonne réponse de Mickaël. En effet, c'est à partir d'aujourd'hui que Yannick Noah fait découvrir à ses fans son premier et nouveau single baptisé Angela. On peut la télécharger légalement sur son site internet. L'album sortira au mois d'août prochain, le 23 août. Et il prépare, il faut quand même le savoir, le Stade de France, Yannick Noah, hein, le 25 septembre. Ce sera, je crois, son premier Stade de France, puis une tournée qui l'emmènera par différentes villes françaises comme Nantes, Limoges, Bordeaux, Clermont-Ferrand. Yannick Noah revient avec un nouvel album et la première chanson, c'est Angela. Oui. C'est un Moi, je hommage. trouve qu'il aurait pu faire Roland Garros. Ça c'est vrai, mais enfin en même temps c'est comme si on demandait à Marie-Myriam de refaire l'Eurovision, vous voyez. À un moment donné, il faut savoir s'arrêter quand même. Est-ce que c'est un hommage Est-ce que c'est un hommage à Angela Merkel? Eh ben, écoutez, on va ensemble découvrir la chanson dans un instant et on vérifiera parce que moi personnellement je ne l'ai pas encore entendue. Vous l'aviez entendue vous, Mickaël? Comment vous avez trouvé? Non, c'était en pub dans tous les journaux. C'était dans tous les journaux, voilà pourquoi vous le savez. Marie-Claire, vous vous êtes fait griller sur ce coup-là. Oui. Je suis désolé pour vous, Marie-Claire. Il fait pas beau, vous cherchez un emploi. Et en plus, vous avez perdu au challenge Europe 1. Vous avez un mari, Marie-Claire? Nous vous livrons 10 kilos de Prozac, Marie-Claire. J'en ai besoin. Vous avez un chien? Vous avez quelque chose? Une chatte. Il y a des questions qu'il ne faut pas poser parfois. Je le savais. Elle s'appelle comment votre chatte? Aurore. 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 C'est comme Stevie, la Aurore de la chatte. Non, franchement, Marie-Claire, ne me dites pas que vous avez une chatte qui s'appelle Aurore. Ben oui, c'est vrai. C'est joli ou quoi? Je sais pas. Bah, c'est pas un nom de chien. Et votre fille, vous avez une fille? Laurent, Oui, Si vous avez une fille, vous comptez l'appeler comment? je voudrais faire un gros bisou à Daniel Ebnou, que j'aime beaucoup. Oh, merci. Ben, moi, je vous embrasse fort. Merci. Elle a une chatte aussi, mais elle s'appelle Bienvenue. Elle, voyez. Oh là là là. Oh. C'était le bon temps. Bon, c'est fini, oui. Mickaël, comment vous allez faire pour profiter de votre week-end au Mât d'Uston, l'hôtel 4 étoiles Saint-Cyprien Golf Resort, au cœur de la réserve naturelle de Flamand Rose du pays catalan, dans cette terre de contraste qu'est le Roussillon. Vous allez revenir d'Israël exprès? Je viens souvent en France, sinon je vais le revendre. Hein. Je vais le mettre sur eBay. Ah bah, au moins ça a le mérite d'être honnête. Il peut me l'offrir sinon. c'est pas. Elle a raison. J'ai pas de Mes beaux-parents écoutent l'émission, s'ils voient que je l'offre à quelqu'un d'autre. Ils vont Je voulais savoir, t'as pas parlé de tes beaux-parents tout à l'heure, t'as parlé de les vendre. C'est pour vos beaux-parents, ça c'est quand même. Vous entendez bien avec vos beaux-parents, Mickaël. Ben non, il va leur vendre. Oui, il a dit qu'il voulait le revendre. Non, Mickaël, je suis sûr, sera très généreux. S'il n'en profite pas lui-même, il enverra effectivement quelqu'un de sa famille profiter de ce week-end de 3 jours et de nuit au cœur du Saint-Cyprien Golf Resort, puisque vos parents pourront jouer au golf sur ce parcours 27 trous, fleuron golfique de la région. J'aime beaucoup cette phrase. Et retour tout de suite à la Foire de Paris où se déroule On va se gêner, Laurent Ruquier et toute sa bande qui écoutait avec attention, même religieusement, Yannick Noah tout à l'heure que nous vous avons diffusé. Nous avons apprécié la nouvelle chanson d'Yannick Noah, Philippe Alfonsi. Moi, je savais que c'était Angela Davis. Je l'ai deviné tout à l'heure. On peut rappeler, vous n'avez pas entendu. On peut rappeler. Angela Davis était une leader black américaine qui était très très belle d'ailleurs. C'était au moment où on a lancé les grands slogans Black is beautiful, etc. Elle était magnifique avec une touffe de cheveux très. Encore une communiste. Hein. Bon. Et elle était pas communiste, mais elle était très très radicale en effet dans sa lutte. Elle a même fait de la prison. Et c'est pour ça que Yannick Noah évidemment a choisi cette Angela, premier single de son nouvel album. Et la Coupe Davis, c'est par rapport à ça? C'est bien sûr, Christophe, bien sûr. Parlons de Zaya. Vous savez tous maintenant qui est. Non, c'est qui J'ai jamais entendu parler. Zaya qui fait la une de Paris Match, de VSD cette semaine. C'est cette jeune femme, évidemment, qui a piégé, on peut dire piégé, finalement. Elle a été offerte comme cadeau d'anniversaire. Voilà, piégé Franck Ribéry et quelques autres joueurs de l'équipe de France. Ça vous est jamais arrivé d'offrir une femme ou un homme à un ami pour son anniversaire? Moi, je l'ai fait. Non. Oh, bah, moi, avec l'accord de la femme. Ah oui, un jour, j'ai offert un de mes. On lui a offert une
nuit avec une dame. Ah oui. Attends. Avec l'accord de la femme, on lui a offert une nuit avec Avec la dame. l'accord de mon amie IE, elle savait pas quoi offrir à son mari pour son anniversaire. Ah, c'est à son propre mari qu'elle a offert Oui, une nana. et moi j'y réfléchis. Et quand je réfléchis, je cours et je lui dis, pourquoi pas une femme? Elle Eh devait ben- être contente, votre copine. Mais oui, elle a dit oui, on l'a payé toutes les deux. C'est quand Alors ton tu anniversaire sors, C'est en juillet, mon Ouais, anniversaire. moi c'est le 28 octobre, si personne n'a d'idée. tu sors ton calepin, moi c'est le 19 février. Ok, ben voilà. Ah bah remarquez, si on vous offre une femme comme cadeau d'anniversaire, ça va être une vraie surprise. Ne pas oublier le mode d'emploi quand on offre un cadeau. Non, mais je lui expliquerai, je serai là. Alors Zaya fait donc la une des hebdomadaires cette semaine, sauf que ça y est, on vient de lui faire une proposition professionnelle. Elle va peut-être trouver du boulot. Zaya, c'est en tout cas ce qu'on apprend dans le Parisien aujourd'hui. Que vient-on de lui proposer? Eh ben, moi je crois que je sais, un elle- film porno. Mais quel genre de film porno? X. Oui, un film porno, c'est X. Un film porno tout nu. Un film porno, attendez, faut que je trouve quelque chose de plus, un film Ah, mais porno. oui, mais c'est pas... Allez, de sa propre Marc vie. Dorcel. Ah, si, je sais, je devine. Ça a un rapport avec le football. Oui, bah oui. Bon, alors on lui offre, non pas un ballon, non, mais il y aura des joueurs de foot dans l'histoire. Exactement. On lui propose de tourner un film porno sur le football. Bonne réponse de Daniel Evenou. Et c'est effectivement Marc Dorcel, célèbre producteur et réalisateur de cinéma, qui a invité Zaya, à 18 ans, à rejoindre le casting d'un film qui va être une sorte de parodie de la Coupe du Monde de football en Afrique du Sud, puisque vous savez que les films porno, souvent, évidemment, Parodient des s'inspirent de ce Non, qui se passe bon dans l'actualité. Ah bah oui, Non oui. mais Laurent, c'est effrayant. Voilà comment on fait pour trouver du boulot maintenant. C'est-à-dire Mais bon, puis vraiment, Être un cadeau d'anniversaire, s'offrir un... Moi, mais j'ai un truc, moi, pour l'avenir. C'est pas trop Remarquez, tard. je vais dire que vous êtes une des rares à pouvoir concurrencer Zaya en termes de volume poitrinaire. Mais oui, mais je trouve que ça me va. Ah bah oui, plus ça serait de trop. J'ai offert ça à mon mari pour ses 80 ans. Il a demandé s'il pouvait le changer. dis donc, t'as que des bonnes idées de cadeaux, toi. Il a eu 80 ans, votre mari? Oui, oui. C'est pas vrai. Oui, oui. Et ça fait 27 ans que nous vivons ensemble. Oh bah c'est con qu'il ait simplement une grosse poitrine arrivé à 80 ans. Il Mais aurait peut-être non, pu en profiter avant. J'ai toujours une grosse poitrine. Bref. On lui a offert 2 carrosseries. La mienne et puis une voiture décapotable. Ça, alors, C'est non, vrai. mais c'est vrai que vous êtes doué pour les cadeaux d'anniversaire, Ah oui, manifestement. oui, oui. Bah, donnez-moi, demandez-moi. Je peux même m'offrir. Attends, on va peut-être postuler, on va peut-être la mettre sur le casting, Daniel aussi, non? Quel casting? Bah, pour Dans le ce film, porno. Ah, pour le film porno dans le milieu du foot. Bah oui, tu pourrais faire la mère Macrel. L'entraîneuse. La sélectionneuse ou l'entraîneuse, voilà, l'entraîneuse de l'équipe de France de football. On a le titre, non, du film? Non, ils avaient déjà fait un truc, ils avaient déjà fait la Coupe du Monde en 98. Ah oui. Qui était la version porno Bon, ça, de je peux y la aller. Coupe du Monde. Ça, c'est On n'a pas le titre du nouveau film là Non, encore. alors je sais pas où, peut-être Non, Cap, mais pas Cap, Ouais. parce que ça se passe en Afrique du Sud, je sais pas. Non, Les titres de films porno, c'est quand même. Il y en a qui sont 11 vraiment très joueurs, drôles. 11 joueurs, un seul ballon. Non Ouais, ou les bleus ont le beau rouge. Ou Raymond Doménique. Pas mal. Ah, ça c'est bien. Ah, pas mal. Je crois que t'as trouvé le titre. Mieux, ça. Ah oui. Alors, puisque nous sommes à la foire de Paris, parlons aussi du concours Lépine, qui récompense chaque année ici les meilleurs inventeurs, le fer à repasser à vapeur, les mouchoirs hygiéniques, le stylo à billes ou encore l'aspirateur électrique, sont des anciennes inventions du concours Lépine en 109 ans d'existence. Imaginez un peu le nombre de nouveaux objets qu'on a pu trouver ici, et ce sera forcément encore le cas cette année. Évidemment, il y a quand même des inventions assez étonnantes qu'on nous propose, et j'aimerais vous demander pour quelle invention Florence Poulet-Domas a-t-elle été récompensée en 2009, c'est-à-dire l'année dernière, et c'était seulement la troisième femme à être récompensée par le concours Lépine. Elle dit d'ailleurs dans la presse ce matin, ça a été un coup d'accélérateur pour moi. Qu'a inventé Florence Poulet-Domas? Domas, c'est la ville. Non, non, c'est son nom, Poulet-Domas. Ah, ça s'appelle Poulet-Domas. Oui, il y a Poulet de Bresse et Poulet Domas, c'est comme ça. Voilà. Et elle a inventé quelque chose pour lequel elle a été récompensée l'an dernier ici au concours Lépine. Est-ce que nous on en a acheté de cet objet? Je ne pense pas, et je ne crois pas savoir que vous l'utilisez, Est-ce cher que- Jérémy. Est-ce qu'on en trouve Est-ce qu'on peut le trouver chez Quick ou McDonald's? Non, pas Parce du que tout. c'est lié à la voiture. Non, c'est pas un traducteur. C'est justement pas lié du tout à la voiture. C'est pas un traducteur ou quelque chose comme ça? Non. Est-ce que c'est lié au vélo?
Pas au vélo non plus. À quelque chose pour se déplacer. Vous avez tout compris, Isabelle. Ah, les baskets avec les petits trous en dessous. Non, ça s'entend, ça. Est-ce que j'en ai un, moi? Non. Est-ce que j'en ai un ou une? Non. Ah non, c'est pas des baskets, c'est Non, cher. mais elle n'a c'est pas cher. inventé un moyen de transport. C'est lié à un moyen Est-ce de que transport. ce serait une trottinette ou une patinette Non, ou un non, truc c'est le comme ça vélo Ah, avec des non. clignotants, quoi, un truc Non, comme ça. Non, c'est pour mettre son téléphone sur son guidon. Non. D'abord, essayez peut-être de trouver le moyen de moyen, transport. Le vélo. Non. La trottinette. Non. Le skateboard. Non. Le truc à 3 roues. L'avion, non. Le squat. Non. Le squat. Le squat. C'est quoi le squat? Ah, le quad. Le quad, pardon. Dites pas trop de conneries à notre directeur Philippe Valland qui vient d'arriver. Le surf. Le surf, non. Est-ce qu'il y en a dans Paris? Oui, c'est même à Paris. Le métro. Vélib. C'est un truc pour le métro. Un truc pour le métro. Bravo, Joujou. Pour les escaliers, pour ne pas se casser la figure. Non. Pour les gens qui puent de la gueule dans le métro, Pour le métro. Non. Faudra faire un truc. Ah, non. Elle en a déjà vendu 15 000 exemplaires de son invention. Est-ce que c'est pour les personnes qui prennent le métro ou c'est pour le métro lui-même? Non, C'est un aménagement. Pour les usagers du métro. Pour pas qu'on les pousse. Il y a un répulsif, il y a quelque chose. Pour pas qu'on les... Visiblement, ils l'ont pas installé encore. hein. C'est pour les usagers. C'est pour Mais pas oui. prendre de main au Je cul dans crois le pas métro. qu'elle aurait vendu 15 000 répulsifs pour on évite de vous pousser dans le métro, Daniel Evenou, voyez. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui améliore le confort? Le confort, certes, mais C'est pour surtout, l'odeur. Je pense que parmi les 15 000 personnes qui ont acheté son invention, sont des gens qui viennent peut-être à Paris pour la première fois ou qui ne viennent pas Ah, souvent. c'est un plan. Ah Non, oui, c'est le plan c'est- électronique. Un plan. C'est un plan. Non, c'est un plan audio qui vous guide, qui vous dit où aller et qui vous donne le plan du métro, mais chemin. audio. Un plan vocal, C'est ça. un plan audio du métro. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Voilà, elle explique que grâce au concours Lépine et à la foire de Paris, eh bien, elle en a vendu 15 000 exemplaires de son plan Easy Métro, plan métro vocal, qui fut donc récompensé l'an dernier. Alors, on nous donne dans le journal 20 minutes les nouvelles inventions qu'on va pouvoir trouver cette année, entre autres ici à la foire de Paris. Il y a des trucs assez dingues, par exemple, le miroir à 360 degrés. Je sais pas si Un vous... miroir. Ah, ça, je le veux. Attends, me ça, c'est plaît. bien, ça. je sais pas Regarder la nuque en même temps que le nez, formidable. Exactement, pour se regarder la nuque en même temps que le nez, T'imagines, Philippe Thierry Alfonsi. C'est un Parisien du 13e arrondissement qui s'appelle Denis Thévenin qui a réalisé l'impensable, le miroir à 360 degrés. T'imagines, Stevie, Il explique, il dit, un soir, je voulais me recoiffer, mais je n'arrivais pas à le faire en tenant 2 glaces. C'est comme ça qu'est né mon projet. C'est bien. 3 ans plus tard, Il il a a quoi donc comme coup de inventé une structure un peu spatiale, à plusieurs bras, tenant 10 petits miroirs finement orientés, et ça lui permet ainsi, évidemment, de se coiffer. Et regardez son derrière. Attends, ça regardez. c'est génial ça. C'est génial. Parce que moi qui me tond les cheveux tout seul avec la tondeuse, c'est vrai que je suis toujours obligé de prendre un deuxième miroir pour essayer de me tondre correctement. Eh, Stevie, tu Alors là, si j'ai plus besoin de tenir le miroir derrière et j'ai 10 petits miroirs pour me regarder dans tous les sens. T'imagines, tu pourrais voir qui est derrière toi? C'est vachement pratique. Alors, cette invention-là, il faut l'offrir à Pierre Dumayet. Ah oui, pourquoi? Parce que dans une émission qu'on faisait autrefois sur Antenne 2, il posait des questions extraordinaires et tout à fait étonnantes aux gens. Et il y en avait une formidable. Est-ce que vous ne regrettez pas de ne pas voir en même temps les fesses et les seins d'une femme? Ah oui. Ah ouais. Donc il faut lui offrir. Bah oui, avec ce miroir, vous voyez en même temps les fesses et les seins d'une femme. Et c'est vrai, hein. le summum du fantasme. À C'est mon avis, génial. c'est triste, c'est toujours triste un beau cul parce que tu le vois toujours partir, tu le vois jamais arriver. Bah voilà. À mon avis, Ça, c'est de la poésie marseillaise. Oh, l'autre. à mon avis, il va gagner. J'ai la photo même, si vous voulez voir. Tenez, c'est une structure. Comment ça marche? Ça prend un peu de place dans la Ah salle bah de oui, bain quand même. Hein. j'imagine. C'est une structure où il y a plein de petits miroirs. C'est calculé pour pouvoir vous coiffer. Ah ouais, ouais, ouais. c'est génial, Puis ça. si c'est lui, je comprends pourquoi il a inventé en plus. Hein. Il a une coupe de cheveux pourris. Sacré coupe de cheveux. Putain, faut avoir Ah, une c'est pas salle mal, de c'est pas bain mal. Ouais. Ça pharaonique, fait là. comme un gros un parasol. On sait jamais, il est peut-être ici à la foire de Paris aujourd'hui. Si jamais il nous entend, qu'il n'hésite pas à nous rejoindre ici au stand Europe 1 à la foire de Paris, parce que on l'accueillera avec plaisir pour tester, ou peut-être mardi, on revient mardi pour tester son invention. Ce serait rigolo quand même de tester le nouveau ouais. miroir. Non, c'est vraiment bien. Ça, c'est vraiment une bonne invention. Pierre, c'est vachement radiophonique. Ah, mais non. Ah mais ça, les femmes vont l'acheter. Ah oui. On voit oui. pas que les femmes, tout le monde. C'est vachement pratique. Ah oui. Stevie, quand Daniel Evenou vous dit les femmes vont l'acheter et que vous dites pas les femmes, tout le monde, ne dites pas n'importe quoi non plus. Il n'y a pas beaucoup de... Olivier de Kersauzon va pas l'acheter, par exemple. Tu vois Bah, c'est sûr, sur son bateau, il n'y a pas de place. Je crois que c'est pas la seule Vous êtes raison. déjà allé sur le bateau d'Olivier? Je l'ai vu mouiller, oui.
Alors ça, je pense qu'on transmettra à Olivier de Kersauzon cette phrase immortelle, signée Stevie Boulet. Olivier de Kersauzon, je l'ai vu mouiller. Non, son bateau. Son bateau, j'ai vu mouiller. Allez, on se retrouve dans un instant, après la pub. La Foire de Paris, Un événement européen. un événement européen. Samedi, Romanoff. Dimanche, Baffy. Tous les week-ends à 11h, Anne Romanoff et Laurent Baffy Chamboule tout sur Europe 1. Dis donc, tu t'es pas foulé pour le repas? Alors comment faire, Annick, pour vous garder comme auditrice? D'être un peu moins grossier, c'est tout. 200 grammes de légumes cuits à la vapeur. Samedi, Romanoff. Pour réussir à manger juste ça, moi, il faudrait que je me lève à midi et que je me recouche à 16h. Dimanche, Baffy. D'où te vient ce sens de la fête? Tous les week-ends, 11h midi sur Europe 1. Bien entendu. Vous voulez devenir plus riche que riche? Ah bon? Alors vendredi, Euromillions met en jeu près de 59 millions d'euros. 59 millions. Heureusement, ma petite machine les compte à ma place. Ah! Doit y avoir un petit million qui bloque là. Estimation non garantie des gains à partager au rang 1 voire règlement. Il n'y a que Euromillions pour gagner autant de millions. FTJ. M6. Demain soir, les Bleus reviennent avec 2 nouveaux stagiaires très... stagiaires. Quel est le crétin qui a tiré un coup de feu dans le commissariat? De nouvelles recrues d'un très bon cru. Il est vraiment mort là? Bah t'as qu'à lui demander. Pour devenir flic, il faut bien commencer un jour. Les Bleus reviennent avec 2 nouveaux débutants, plus débutants que jamais. Les Bleus saison 3, c'est demain à 20h40 sur M6. 1901, je suis aux commandes d'un utilitaire de marque Renault. Bigre, pas très rapide la machine. Juin 45, je suis place de la Concorde, écoutez la foule. Tout le monde est sur le toit de mon utilitaire. Ah, j'entre dans les années 70. Waouh, cool le confort. Déjà 2010? Je rêve. Je suis au volant du nouveau Renault Master. Oh, j'adore cette époque. Nouveau Renault Master, vendu avec 110 ans d'expérience dans l'utilitaire. Jusqu'à 350 versions disponibles en traction et propulsion, consommation réduite. Venez vite l'essayer chez votre concessionnaire Renault. Laurent Ruquier en direct de la Foire de Paris, accompagné de Philippe Alfonsi, Stevie Boulet, Daniel Evenou, Jérémy Michalak, Isabelle Motro et Titoff. Et tout de suite, une nouvelle question, Laurent ? Pour quelle raison Nicolas Sarkozy a-t-il fait accélérer son retour de Chine? C'est la question suivante. Parce que le président chinois était plus grand que lui. Non. Je vous jure, j'ai vu Non, des images, il a l'air plus grand, c'est incroyable. Le président chinois Je te serait jure. plus grand que notre président Ouais, français? ouais. J'en ai peur. C'est Ça veut flippant. dire que notre C'est président kiff-kiff, français, il est un peu courbé devant lui, donc c'est un peu ça aussi le problème. Non, il veut rencontrer Angela Merkel. Non. Est-ce que c'est pour une raison de famille? Pour la crise en Grèce. C'est pas pour la crise en Grèce, c'est pas pour une raison familiale. C'est personnel ou c'est national comme C'est raison à la fois personnel et national comme raison. C'est dans le Figaro qu'on peut lire cette information. Le président de la République a fait accélérer son retour de Chine. Pour quelle raison? Il voulait pas pour rater le 8 la mai. nouvelle star. Il voulait pas Pour le rater la 8 mai. nouvelle star. Il voulait pas Rater la nouvelle star. Non. Il y a Koh-Lanta ce soir, il peut pas louper. Non. Ah, pour le Est-ce que concert, pour c'est- sa femme doit chanter. Non. Est-ce que c'est pour un événement qui a lieu Oui. En ce moment à Paris? Pas en ce moment, mais... Pour la Il est foire de revenu Paris. ce week-end. Pour la foire de La Paris. foire de Paris. Non. Qu'est-ce qu'il y a comme événement ce week-end? C'est Bah, ça la foire de Paris. C'est La sportif. finale de la Coupe de France. Et surtout... PSG. Pour le Monaco. PSG, évidemment. C'est un fan et un supporter du Paris Saint-Germain. Le président de la République c'est vrai veut qu'il a raison, assister hein. à la finale PSG-Monaco au Stade de France qui a lieu demain soir et il aurait donc fait accélérer son retour de Chine dans son agenda présidentiel. Si on en croit le Figaro, hein. Moi j'ai toujours des doutes sur ce genre d'informations parce que quand même ça me surprend qu'ils Ça disent... doit être vrai. Et vous pensez que c'est vrai, vous, Alfonsi? Non, moi je crois pas. Non, j'y crois pas. C'est pas possible. Il a Faut pas déjà déconner. prévu d'aller le 22 juin prochain au 3e match de l'équipe de France de foot en Coupe du Monde contre l'Afrique du Sud. Il ira là-bas voir le match donc France-Afrique du Sud le 22 juin. C'est normal, oui. Remarquez, il fait bien d'y aller pour le 3e match. Hein. Pour le 5e, c'est moins sûr. Bon, en même temps, quand on est supporter, on est supporter. C'est quand même une finale importante demain soir. Oui, mais PSG-Monaco. quand même, on ne revient pas pour un match. Il a raison, mais monsieur quand on est Alfonsi. président de la République, on a peut-être des préoccupations plus importantes. Oui, non mais c'est aussi une vieille tradition que le président assiste à la finale de la Coupe de France. La seule chose que ne fait pas Nicolas Sarkozy et que faisaient François Mitterrand et Jacques Chirac, c'est descendre. Alors, je ne sais pas s'il le fera au Stade de France demain soir, mais les autres le faisaient. C'est de descendre sur la pelouse au début du match et saluer les uns après les autres les différents joueurs. Et jusqu'alors, Monsieur Sarkozy n'a jamais osé le faire de peur de se faire siffler par l'ensemble du stade. Vous regarderez le match demain PSG-Monaco? Vous êtes pour qui, vous, Stevie? PSG.
Ouais, ou Monaco. Oh, ils sont Ça dépend. Moi, je suis pour Le Mans, donc après, je m'en les fous. plus beaux. Je suis pour les plus beaux. Moi, je suis malheureuse depuis Lyon, alors. Comment ça, depuis Je m'en Lyon remets pas, depuis que Lyon a perdu, je suis triste. Face au Bayern. Je suis triste, face au Bayern. Ah oui, mais Combien ils ont perdu combien 3-0. Ah, tu vois, je suis plus forte que Paul Vermus. Ah ouais. ils ont perdu les Lyonnais, mais ils étaient moins bons en même temps, Daniel Evenou. Ça fait rien, vous savez, quand on aime, moi j'adore le Lyonnais. Je pense que demain soir, le match sera particulièrement agréable à regarder. D'abord parce que c'est quand même deux plutôt bonnes équipes, Monaco et PSG. C'est quand même une belle finale. Mais surtout, ça va être une revanche pour l'entraîneur de Monaco qui s'appelle Guy Lacombe, qui est un ex-entraîneur du Paris Saint-Germain, moustache comme on le surnomme, et à mon avis, il va avoir vraiment envie de gagner cette finale. Et moi, je pronostique Monaco gagnant. Je ne veux pas vexer les supporters du PSG qui nous écoutent, enfin surtout les plus costauds, mais moi, je vois Monaco gagnant, et très facilement et sans prolongation. Moi, aucun pronostic. Aucun pronostic. J'ai aucune idée, mais vraiment, je pourrais dire n'importe quoi, mais. Dis-le. PSG, allez. Vous en foutez, vous, puisque de toute façon, ça y est, Marseille est champion. Alors... Moi, il y a un match qui m'intéresse ce soir, oui. C'est Auxerre-Marseille. Auxerre, ouais. Eh oui. Parce que là, en revanche, si l'OM perd contre Auxerre ce soir, ils reviennent à 2 points. Il y a encore un risque que Marseille ne soit pas champion et qu'Auxerre passe devant lors des prochains matchs. C'est bien ça ? Exactement. Par contre, si Marseille gagne ce soir. C'est la fête. Le second à 8 points. Et donc c'est fait. On peut dire oui. Mais non, ne parlons pas trop. On parlera la dernière journée. Je le dis, moi. Puisque je vois que ça intéresse Isabelle Motro et Daniel Evenou. Ouais, moi, je suis pas très calée en rugby, alors je J'ai écoute. une autre question qui concerne le foot, mais celle-là, vous pouvez y répondre, c'est assez simple. L'équipe d'Évian, je ne sais pas si vous la connaissez, l'équipe d'Évian, mais elle va jouer l'année prochaine en Ligue 2, en 2e division. Sauf que cette équipe risque d'avoir une vraie particularité par rapport aux autres clubs de 2e division. Laquelle ? Ils boivent de l'eau, des vieux. Ça, oui, écoutez, j'espère pour eux. Ils vont jouer contre Vittel. Ils vont être sponsorisés par Vittel. Voilà. Non. Bah, le stade, c'est au niveau du stade. C'est au niveau du stade. Bah, il va être en altitude, le stade. Si c'est Évian, le stade il va être vachement haut par rapport aux autres. Alors le club en fait s'appelle exactement Évian Thonon Gaillard. Alors il va jouer en Suisse. C'est-à-dire ? Le stade sera en Suisse. C'est-à-dire qu'effectivement, Évian, qui va jouer dans le championnat de France de 2e division, envisage de délocaliser ses matchs à Genève, en Suisse. Bonne réponse de Titoff. C'est incroyable quand même. Et pourquoi ? Ça veut dire que les autres clubs du championnat de France de 2e division devront aller en Suisse pour affronter Évian. Et pourquoi aller en Suisse ? Parce que le stade de Thonon n'est pas aux normes pour jouer en Ligue 2. Il prévoit de bâtir un nouveau stade d'ici à 2014, mais avant ça, il y a une façon de jouer les matchs, c'est de les jouer en Suisse, à 30 km de Thonon, c'est-à-dire à Genève. Il faut savoir quand même que le club est sponsorisé par Franck Ribou, le PDG du groupe Danone, et que normalement, évidemment, il a les moyens de faire accepter ce genre de choses. Vous voyez, que Évian puisse jouer en Suisse. Ah oui, mais c'est bien, il va y avoir des supporters qui vont passer avec des valises, tu sais, à chaque match. en costard cravate, avec une écharpe du club et des valises. Il n'y a pas d'autres stades en France ? Il n'y a pas de stade plus proche. Non, c'est Genève le plus Français. près. Sinon c'est Grenoble ou sinon c'est Chambéry. Et tu es obligé de jouer le plus près possible de ton club, c'est ça ? Tu peux pas aller jouer ailleurs. C'est-à-dire que si vous voulez, qu'on vous explique, Isabelle Motro, Monaco joue rarement au stade de Lille, sauf quand ils affrontent Lille. Mais enfin là, ils jouent dans un autre pays, c'est encore pire. Ouais, mais c'est plus proche. Oui, mais c'est tout près le stade. Parce qu'après, tu comprends les supporters quand tu joues à domicile, le but c'est d'être à domicile. Oui, par exemple, imaginez qu'un jour, Europe 1 ait un problème avec la station qui soit en travaux, il y a un incendie, j'en sais rien, rue François 1er. Bon, eh ben on va pas aller faire des émissions de radio aux États-Unis. On irait rue Bayard à RTL, on s'installerait, et on ferait nos émissions depuis la rue Bayard. Oui, bien sûr. Et on partirait avec la petite valise. Au Luxembourg. Qu'est-ce qu'elle dit, Daniel Evenou ? Ou bien au Luxembourg. Pourquoi au Luxembourg ? Parce qu'elle a rien compris. RTL, radio, télévision, Luxembourg. Oui, alors ça, il n'y a que les plus vieux qui nous écoutent. Ah, parce que c'est pas français, RTL. Ah bah c'est le pompon, bah alors. Elle, c'est Luxembourg. Ah bah qui retourne chez eux, merde. Ah oui, les auditeurs d'RTL insultent la patrie. Écoutez Europe 1, la vraie radio française et européenne. Laurent Ruquier, 7 jours sur 7 sur Europe 1. On va se gêner jusqu'à 18h30. Retour tout de suite dans le studio installé exceptionnellement dans le hall 1 de la Porte de Versailles où se tient jusqu'au 27 avril la Foire de Paris. C'est On va se gêner avec Laurent Ruquier et toute sa bande.
Qui François Fillon a-t-il décoré? Je sais, mais Michael Schumacher. Oui. Il va avoir une attaque, hein, c'est pas possible. Mais quand je trouve... Putain, mais elle est droguée, en fait. Non. Quand je trouve, il se passe quelque chose qui part de mon ventre, de mon bas-ventre, qui remonte dans ma tête et ça m'excite. T'es sûr que c'est pas l'inverse? Michael Schumacher a été fait chevalier de la Légion d'honneur par François Fillon hier. Il faut dire que Monsieur Fillon, le Premier ministre, vous le savez, est fan de courses automobiles. Élu homme automobile 2009. Et il a été élu homme automobile 2009, c'est vrai, François Fillon. Et donc, il a remis aux 7 fois champion du monde à l'Allemand Schumacher la Légion d'honneur hier. Bonne réponse de Daniel Evenou. Mais je vois pas pourquoi il met la Légion d'honneur. C'est scandaleux. Ah oui, remettre la Légion d'honneur à un Allemand. Alors déjà, bien sûr. Non, mais je veux dire, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait pour notre pays pour avoir la Légion d'honneur? C'est vraiment ça. On la donne à n'importe qui. Il suffit qu'il y ait une grande personnalité internationale qui vient. Oh bon, on va la décorer, on va la recevoir cette personne. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour la patrie? Il y a un Grand Prix en France prévu ou Non, je sais pas ce qu'il a. C'est vrai qu'on peut se poser la question. Qu'est-ce que Michael Schumacher a fait pour la France? Rien. Mais je pense que Fillon s'est fait plaisir, quoi. Ouais, non, ils auraient pu récompenser. Oui, mais la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que François Fillon a fait pour la France? Mais est-ce qu'il a la Légion d'honneur déjà? Mais non, mais Schumacher, il aurait pu avoir autre chose que la Légion d'honneur quand même. Un pin Thierry Roland, un truc comme ça. Lors du mérite. Parce que c'est vrai, il a été méritant, il a été 7 fois champion du monde. Ils auraient pu la donner par exemple à Jean Todt. Oh bah il l'a déjà, Jean Todt. La Ah bon, parce que lui, c'est lui quand même, il a... Bon, c'est un bon. Vous dites ça parce que c'est un de vos anciens amants, je le sais. Mais enfin, bah si, quoi, Daniel, c'est la vérité. Ah bah Daniel, il s'est tapé tous les circuits automobiles à une époque. Jacques X, Prost. Ah non. Ah si. Ah non. Ayrton Senna, quand il s'est tapé le mur, c'est parce qu'il pensait encore à vous. Niki Lauda aussi, vous l'avez eu? Oh, si tous, vous les avez eu tous. Fangio. Elle a eu Fangio, bien sûr. Non, c'est vrai, Daniel. Vous faisiez partie de ces belles grossesses qui étaient là, au bord des stands, à attendre que les pilotes arrivent. Non, franchement. Pas du tout. Pas du tout. Moi, j'ai donné beaucoup dans le Lyonnais, c'est tout. D'ailleurs, regardez, quand on voit votre poitrine, on voit bien qu'elle est entièrement sponsorisée par Goodyear ou Pirelli. On est plus dans la roue de camion, quand même. Ah non, c'est quelle marque, Daniel? C'est quelle marque, Daniel? C'est du Daniel Evenou. Et dis-moi, t'as pas mis des réchappés quand même, j'espère. Oh là là. Oh, dites Isabelle Motro, faites pas oh là là, achetez-vous la même si vous êtes jalouse. Hein. Oh non, je suis pas jalouse du tout. Isabelle, on te regardera différemment. Oui, mais justement, j'aime mieux pas que vous me regardiez comme ça. C'est vrai que vous n'avez pas beaucoup de poitrine, Isabelle Motro. Oh si, quand même, moi je trouve. Ah ouais, moi ça me va, moi. Je dirais 85B. Le spécialiste. C'est ça? C'est ça? C'est comme ça, à main levée. Alors tu vois, je suis peut-être gay, mais en revanche, j'ai un compas dans l'œil pour la pointure des seins des femmes. On dit pas la pointure, on dit quoi? La taille? La chose du combien? La taille. Non, je te jure. Et toi, tu dois faire un bonnet D, non? Ben, je sais pas, touche. Ah bah non, je touche pas. Allez, touche, fais un effort. Ah non, je touche pas. Alors que Regarde, Ah, c'est dégueulasse. Allez, mets les deux mains. Mets les deux mains. Mesdames et messieurs, à la foire de Paris, on teste tout. C'est bonnet D, ça. Moi, je ne sais pas la taille de bonnet. Ni Stevie, vous allez visiter quel stand, vous, à la foire de Paris? La glace. Ouais, les nouvelles inventions, ça me tente très bien, mais plus salle de bain. Salle de bain, cuisine, les nouveautés, économie d'énergie, ce qui consomme le moins, enfin Moi, faire le fer à attention. repasser, je cherche un fer à repasser. Une centrale vapeur, ouais, c'est Ah bien bah ça. c'est ça, voilà. Une centrale vapeur. Mais non, mais tu rigoles. C'est le nom d'une boîte au Mans. Non, tu sais quoi, tu mets ta chemise sur un cintre et tu fais... Eh ben c'est ça qu'il me faut. Eh ben, elle est défroissée. C'est pas vrai. Est-ce qu'on peut le faire sur le visage? Ça t'envoie des barres dans la gueule, mais attends. Et sur le visage, hop là. Ah bah oui, Tu connais des trucs, mais alors... Vous, Titoff, vous allez aller dans quel stand? Il y a 20 gastronomies. Il a raison, Jérémy Michalak, il y a un stand intéressant pour vous, Titoff, c'est le stand vin et gastronomie de France et d'Europe. Je vais aller faire un petit tour alors, Là, même si je suis au régime. Ah, je suis avec toi. Des vins, des apéritifs, des jus de fruits, des produits du terroir, des produits insolites et savoureux. Moi, je vais aller un peu errer comme ça, en fait, un petit peu comme ça au hasard, voir un petit peu selon les stands, il y a des stands plus ou moins accueillants, j'ai vu des gens en passant en venant. Oui, des hôtesses, vous voulez dire. Ah, c'est comme ça qu'on appelle. c'est comme ça qu'on appelle. Elles sont c'est pas sympas. les directrices de la marque chaque fois. Elles sont sympas les hôtesses ici. Hein. Franchement, écoute, on se sent beaucoup plus en sécurité que dans un avion. Par exemple. Mais il y a aussi les accessoires. Qu'est-ce qu'il y a, Stevie? Ah, il y a aussi les accessoires de mode. Ah oui.
Ah bah oui. Oh là là, mais il y a plein de choses ici en fait. T'as pas le temps de faire le tour en une journée. Ah non, il faut venir revenir 2 fois. Ça tombe bien, c'est jusqu'au 9 mai à la foire de Paris. Vous risquez d'y prendre goût. C'est le slogan de la foire de Paris cette année avec Europe 1. Profitez-en, c'est ici, porte de Versailles. On se retrouve après les titres de 17h. Laurent Ruquier sur Europe 1. On va se gêner. C'est la deuxième heure d'On va se gêner, toujours ici à la foire de Paris, porte de Versailles. Nous serons là aussi mardi prochain, porte de Versailles à la foire de Paris, au stand Europe 1. Aujourd'hui avec vous et jusqu'à 18h30, Isabelle Motro, Daniel Evenou, Jérémy Michalak, Stevie Boulet, Philippe Alfonsi et Titoff. Sans oublier 2 auditeurs qui vont s'affronter pour le deuxième challenge du jour. Un match Bastia-Nancy entre Anaïs et Sébastien. Bonjour Anaïs. Bonjour Laurent. Vous êtes donc en Corse. Je suis en Corse. Quel temps fait-il là-bas? Il fait très très beau. Il fait très chaud. Ah, ça fait plaisir à entendre. Et vous faites quoi dans la vie, vous, Anaïs? Je suis maman au foyer pour l'instant. Ah, comment s'appellent vos enfants? Elliot et Colin. Elliot et Colin. Tiens, pourquoi vous avez donné un nom de poisson à un des deux? C'est lequel des deux, le poisson? C'est lequel des deux le poisson? C'est le petit dernier. Et est-ce que vous êtes de Corse? Non, pas du tout. Ah voilà, vous vivez depuis quand en Corse? Ça fait une dizaine d'années. Une dizaine d'années. En fait, vous avez épousé un Corse. Voilà, exactement. Eh oui, j'étais sûr. Enfin, il m'a pas encore épousé, mais Ça va venir. Mais il a, ça fait que 10 ans. Mais il a promis. mais il l'a promis. Il faut dire que c'est pas facile de se marier en Corse parce qu'on a du mal à trouver des témoins. Qu'est-ce qu'il y a, Philippe? Je ne ferai pas de commentaire. Il est désespéré. C'est plus la peine. Sébastien est à Nancy. Bonjour Sébastien. Bonjour Laurent, bonjour le public. Ah bah voilà le public qui vous salue. C'est gentil Sébastien de les réveiller un peu. Et puis... ah non, j'en voyais 3 au premier rang qui s'étaient bien endormis quand même. Faut dire qu'à la foire de Paris, on déguste des vins, de la charcuterie. Alors on est un peu repu au bout d'un moment. Hein, il faut bien dire ce qui est. C'est joli, il y a une jolie lumière dans le studio. Ça me rappelle un peu des fois les endroits dans lesquels je vais avec Pierre Bénichou. C'est vrai qu'il y a une lumière d'ambiance ici dans ce studio à la foire de Paris. C'est-à-dire que tous nos auditeurs, spectateurs présents sont, transformés en schtroumpfs. Voilà. On a l'impression qu'on a dans Avatar. Un public de schtroumpfs. Oui, c'est ça, c'est Avatar. Et regardez, Titoff est en 3D. Sébastien, faites quoi à Nancy? Je suis dans une grande entreprise de ferroviaire, on va dire, qui fait de temps en temps grève. Ah, à vous la travaillez SNCF. à la SNCF, autant dire. Voilà, c'est ça. Bon, mais faites quoi à la SNCF? Vous êtes pilote, conducteur TGV? Non, je m'occupe de maintenir les installations, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de problème sur les caténaires, que les signaux soient au bon moment, etc. Ah, c'est vous. Parfait. Eh bien, je vais essayer de ne pas vous poser une question trop du rail, cher Sébastien et Anaïs, parce que ce serait favoriser l'un d'entre vous. Attention, voici la question assez facile quand même. Que doit-on à Charles IX qui date de 1561? Que doit-on à Charles IX qui date de 1561? Les yaourts la laitière. Les quoi? Les yaourts la laitière. Pourquoi? Le muguet. Qu'est-ce que vous avez dit, Anaïs? La fête du muguet, le 1er mai. Alors, je crois qu'Anaïs a été la première à répondre, mais précisément, Anaïs, est-ce que vous pouvez préciser votre réponse sur le... Vous m'avez dit le muguet, alors que Sébastien a dit le 1er mai. Alors, le 1er mai... C'est le premier à avoir offert le muguet comme porte-bonheur. Exactement. Bonne réponse d'Anaïs. Bravo. Voilà, la tradition d'offrir du muguet le 1er mai en guise de porte-bonheur vient de Charles IX qui aurait instauré cette tradition en 1561. Vous êtes d'accord, Sébastien? Vous êtes fair-play? Elle l'a dit avant vous? Ok, d'accord. Sympa. Je suis gentleman, je vais laisser le gars. Non, t'as perdu quoi, surtout. Elle a dit muguet juste avant que vous disiez 1er mai. Ah ouais, c'était évident que c'était elle. Et est-ce que c'était le 1er mai? Le muguet, c'est le 1er mai, de toute façon. Déjà à l'époque, Charles IX a instauré en 1561 la tradition d'offrir du muguet le 1er mai en guise de porte-bonheur. Mais effectivement, c'est d'abord muguet qu'il fallait dire avant 1er mai. C'est le cas d'Anaïs qui, depuis
aujourd'hui, Bastia va pouvoir aller jusque dans le Roussillon, au Grand Hôtel 4 étoiles Les Flamants Roses, exactement à Canet en Roussillon, en pension complète. Là, peut-être que votre mari pourra en profiter pour faire sa demande en mariage, Anaïs. 4 soins par jour, par personne, un massage. Pendant le massage, moi, à votre avis, Anaïs, moi, je serai vous. Pendant le massage, je demanderai, comment il s'appelle ? Pascal. Je demanderai à Pascal, je dirai à Pascal, écoute chérie, voilà, on est dans le Roussillon, regarde les flamants roses au loin. Tu m'épouses ? Il a plus le choix maintenant. Et peut-être même que vous ferez une petite sœur à Colin et... Non ? Oh, et pas Elliot ? de suite. Hein. Pas de suite. Dernier à 9 mois, donc on a le temps. Ah ouais. Faut le temps de se reconstruire. Qu'est-ce que vous dites, Sébastien ? J'embrasse ma femme parce que je pense qu'elle va me détester, parce qu'on avait déjà bien regardé le site des Flamants Roses sur Internet. Il est dégoûté. Déjà, et voilà. Eh oui, qu'est-ce que vous voulez ? Un mariage, un divorce, hein ? C'est les statistiques actuellement. On vous embrasse, Anaïs. Bravo encore. Vous partez pour le Grand Hôtel 4 étoiles Les Flamants Roses de Canet en Roussillon pour un week-end 3 jours, 2 nuits de détente. Et Sébastien, vous retenterez votre chance sur Ruquier. @repas.fr quoi ? Un petit cadeau de consolation quand même. J'ai pas me dire le 1er mai. Un peu. Alors moi oui, je vais t'offrir un récupérateur d'eau de pluie nouvelle génération. Voilà. On vient de me donner un prospectus, c'est à la foire de Paris. C'est logique. On va vous envoyer quelques places de spectacle. Vous irez à Nancy ou à Paris assister à quelques one-man shows de nos camarades, ou Gaspard Proust, ou Fabrice Eboué, ou peut-être même Michel Bernier au Théâtre de la Renaissance. Ça vous va, ça ? Il y a Titoff dans 4 ans. Hein. Et des places pour aller voir Titoff dans 4 ans. Ouais. Ça vous laisse le temps. J'aurais dû me reposer d'ici là. Je reviens fort là. Merci Anaïs. Au revoir Sébastien. À la prochaine fois. On va se gêner à la foire de Paris. Il y a Philippe Alfonsi, Stevie Boulet, Daniel Evenou, Jérémy Michalak, Isabelle Motro et Titoff autour de Laurent Ruquier. Et encore une colle pour toute l'équipe, Laurent. Quels points communs ont la gare d'Orsay, la gare de Lyon, le Palais de Chaillot et même le réseau métropolitain? Le même architecte. La même année? Ils n'ont pas été construits la même année du tout. Némeyer? Non, le même architecte non plus, c'est pas Oscar Niemeyer. Ils ont une horloge? Non plus. Je rappelle les différents lieux cités. La gare d'Orsay, la gare de Lyon, le Palais de Chaillot et le réseau métropolitain ont un point commun, lequel? C'est un rapport avec les rails? Avec les rails, non. Est-ce qu'ils ont été présentés pendant une exposition universelle? Excellente réponse de Jérémy Michalak. Quelle culture ce jour. Effectivement, l'exposition universelle qui a lieu à Shanghai, et donc cette année, on le sait, puisque le couple présidentiel en revient, eh bien, cette exposition universelle a eu lieu déjà à 6 reprises à Paris, entre 1855 et 1937, et à cette occasion, j'avais pas mis la Tour Eiffel dedans parce que ça aurait été trop facile, évidemment, mais à l'occasion de ces différentes expositions universelles, on a créé différents lieux parisiens comme la Tour Eiffel, la gare d'Orsay, la gare de Lyon, le Palais de Chaillot et le métro aussi, qu'on doit à une expo universelle. C'est quand même finalement quelque chose d'utile, l'exposition universelle. Alors, bien sûr, oui. Mais vous savez, il y a des photos de l'exposition universelle, et que les bords de Seine n'avaient plus rien à voir avec ceux d'aujourd'hui. Et justement, il y avait le Palais de Chaillot, etc. Mais il y avait des bâtiments extraordinaires. Il y a des photos. Il y a des photos extraordinaires. Il y avait des bâtiments magnifiques. On se demande même pourquoi on les a détruits. Il y avait des choses superbes. Superbes. En tout cas, ça a eu l'air de très bien se passer pour Carla et Nicolas, là-bas à Shanghai. C'est pas à Pékin, l'expo universelle en Chine, c'est à Shanghai. Ils ont dîné dans un très bon restaurant, on nous dit. Ils se sont rendus sur la Grande Muraille aussi. Ils ont aussi visité, alors ça c'est à Pékin, la cité interdite évidemment, et la Grande Muraille aussi d'ailleurs. Mais voilà, ils ont été bien appréciés par les Chinois. Le peuple chinois a trouvé Nicolas et Carla très sympathiques et finalement ils représentent bien notre pays à l'étranger. On aime bien quand il est à l'étranger, le président. Mais c'est son rôle présidentiel d'ailleurs, d'être à l'étranger, d'être sur l'international. Oui, mais sauf qu'après, bon, à un moment donné, samedi soir, il y a un match, il rentre. Voilà. Samedi soir, il y a Monaco, Paris Saint-Germain, donc il sera au Stade de France. Et je crois d'ailleurs que Monaco est un des rares clubs à avoir. Alors, je ne sais pas si c'est un Chinois ou si c'est un Japonais, mais en tout cas, un attaquant asiatique excellent, je crois. C'est vrai. Et Carla Bruni, elle va y être aussi au match ou elle fait autre chose? Depuis plusieurs semaines et depuis 1 mois et demi, à cause de cette affaire de rumeurs totalement infondées, on ne dit plus, pendant que le président
président de la République est au match, Carla Bruni fait autre chose, Isabelle Motro. Ah oui, pardon. Ah là, oui. Non, elle va le soutenir. Elle chantera peut-être même au Stade de France en ouverture du match. Ce serait pas mal, toutes les grandes chanteuses le font, Céline Dion, Mireille Mathieu, Carla Bruni. Non, mais en plus, elle va être assise à côté du petit prince. C'est qui ça, le petit prince? Eh ben, le grand. Régnier, le bègue. C'est qui le petit prince, le grand, Régnier, le bègue? Ah non, mais moi je l'ai souvent rencontré, souvent. Albert II. C'est pas mal de parler en devinette comme ça en fait. Souvent, mais j'étais assise souvent à côté de lui parce que à une époque, mon mari était président d'Imaginal, festival de films de synthèse, et il y avait le petit prince, enfin le grand prince, et comme il n'avait pas de femme à l'époque, il a peut-être pas toujours, et moi j'étais la seule femme entre les deux, et j'avais remarqué qu'il était bègue. Et ça m'énervait, et j'avais envie d'énerver. Alors, un moyen de faire bégayer les bègues, c'est de tourner son propre bouton que vous avez sur votre chemise. Alors, je tournais en permanence mon bouton. Mon bouton, pas là, mon bouton. Tiens, Daniel, il y a des gens qui testent des fers à repasser, va les voir. Et ça leur rendait encore plus bègue. Enfin, ça doit être bien la vie avec toi, Daniel. On s'ennuie jamais. On apprend des choses. Elle a des anecdotes intéressantes, je dois dire. J'étais entre les deux, voilà. Les bègues. Mais charmant. Le prince Albert de Monaco, effectivement, est un des principaux supporters, si ce n'est le seul d'ailleurs, de Monaco. Et il sera forcément au Stade de France, lui aussi, pour encourager son club contre le Paris Saint-Germain lors de la finale de demain soir. Une autre question qui concerne Deepwater Horizon. On en parle beaucoup depuis quelques jours de Deepwater Horizon. De quoi s'agit-il? C'est un truc écologique, ça, non? Non. C'est un groupe de musique de musique, non. Pas une chanson? C'est pas une chanson, Deepwater Horizon. Est-ce que c'est un rapport avec l'eau? Oui, water, généralement. Oui. Bien joué. Est-ce que c'est un rapport avec l'horizon? Avec l'horizon, oui, et avec Deep aussi. Est-ce que ça a un rapport avec la marée noire? C'est-à-dire la marée noire en Louisiane, enfin qui va toucher la Louisiane. Et donc, ce serait quoi? Ce serait le nom de cette plateforme. Le nom de la plateforme qui a provoqué la marée noire en Louisiane. Bonne réponse d'Isabelle Motro et Jérémy Michalak. 159 000 litres de pétrole qui se déversent chaque jour dans les eaux du golfe du Mexique. Regardez, Stevie est désolé. Ah ouais, non mais moi j'en peux plus, ça me saoule. On a envie de quitter la planète. Vous y allez plonger là-bas? Non, mais en plus c'est à côté d'un endroit qui, enfin, c'est magnifique, le golfe du Mexique. C'est une catastrophe pour l'écologie, enfin c'est microcosme quoi. Et alors la Louisiane n'est épargnée en rien. Vraiment, ils ont le droit à tout en Louisiane. Là, depuis quelques années, c'est sûr. Ouais. Bon, peut-être ils vont faire une grosse station-service. BP. Non mais on rigole, mais oh là là. La nappe de pétrole, écrit-on dans le Parisien aujourd'hui, s'étale désormais sur plus de 74 000 km². C'est l'équivalent, pour nous donner une idée un peu chez nous en France, c'est l'équivalent des régions Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur. Wow. Voilà, à peu près. C'est-à-dire 2 fois la Belgique. Ah bon non, elle est folle. Pourquoi 2 fois la Belgique? Ils ont dit 2 fois la Belgique. Ah bon? Bah oui, surtout en ce moment où ils sont divisés. Ah bah si. J'arrive pas à suivre tous les raisonnements de Daniel. Surtout en ce moment où ils sont divisés. Expliquez ce qui se passe en Belgique, c'est la merde, c'est la catastrophe. Ah oui, c'est bien résumé. Oui, mais c'est la catastrophe entre qui et qui? Il faut parler Vallon maintenant. Français donc. Vallon, Vallons-y. Est-ce qu'il y a à la foire de Paris un stand infirmerie? Pardon, mais il y a des gens dans le public qui font le signe à les bourrer, tu sais. Ah non, pas encore. Si, j'ai vu dans le public, il y a 2-3 personnes qui ont les bourrer. Oui, Daniel. Non, mais on doit se demander pourquoi tellement de Français sont partis d'ailleurs vivre en Belgique. Oui. C'est pour une question je vous laisse réfléchir à ça, Daniel Evenou, et j'en appelle à la direction de la foire de Paris s'il y a un stand infirmerie, s'il y a des brancards disponibles, des premiers soins d'urgence, n'hésitez pas. Nous sommes ici au stand européen et venez très vite. On va se gêner, l'émission en public de Laurent Ruquier. Inscrivez-vous sur le 3921, notre standard, ou europe1.fr. Mais aujourd'hui, pour aller le voir, il suffit de vous rendre à la foire de Paris.
Alors que ici, ça se remplit, comme le dit Jérémy Michalak, à la foire de Paris. Il y a du monde dans les allées, mais c'est incroyable. Je ne pensais pas qu'il y avait autant de monde ici à la foire de Paris. Ça ouvre à 10h le matin. Et alors là, c'est fou. Il faut dire que dans les allées qui mènent dans les différents stands des pavillons ici, porte de Versailles, mais alors ça grouille de monde, hein, Stevie. Ah non, mais c'est incroyable. C'est des bus entiers qui débarquent à chaque seconde. T'imagines pas, mais c'est colossal. Il y a plein de monde et il y a plein de gens qui sont intéressés. Bah, de toute façon, qu'est-ce que tu veux? Les gens, ils veulent investir dans des choses sympathiques. Mais c'est dur de marcher. Non, mais c'est le plus grand marché. C'est incroyable. Tu sais plus où donner de la tête, en fait. Mais je te parle pas de la tête, je te parle de marcher. Marcher avec les pieds. Ouais, Georges Marchais, ouais. Il faut la piquer. Mais non, c'est très dur de marcher sur ces moquettes. Puis la pire des choses, c'est quand vous entendez le petit, il y a un petit bébé de 2 mois, enfin, ou 2 ans, qui a perdu sa maman, son papa. J'ai toujours l'angoisse qu'ils viennent ici abandonner leurs enfants. Ah oui? Ouais. C'est une de mes angoisses. Moi, je me demande si je vais pas en abandonner une ici avant la fin de l'émission. Non, mais surtout un petit bébé de 2 mois, quoi. Tu vois un peu un petit bébé de 2 mois qui a perdu sa maman. C'est surtout la maman qui a perdu la poussette, à mon avis. Philippe Alfonsi, vous nous avez promis que vous ne parleriez pas d'un communiste disparu cette semaine. Et je dois dire que personnellement, je ne connaissais pas très bien Denis Guedj, l'écrivain et mathématicien. Il y a 2 écrivains qui viennent de disparaître coup sur coup, là. Alors, on va rassurer ceux qui parlent des communistes sans arrêt, parce que Guedj était un peu à gauche quand même, hein, mais il n'était pas coco. Bon. Il y a 2 écrivains donc qui viennent de disparaître. L'un était plutôt sage, chic et puis poli. L'autre, au contraire, était passionné, drôle et généreux. Le premier, il s'appelait Pierre-Jean Rémy. Hein, académicien, diplomate, grand amateur d'opéra, romancier prolifique et académicien en effet. Il avait entre autres dirigé l'ORTF, hein, vous voyez, c'était assez loin de la littérature, concocté la Cité de la musique et l'Opéra Bastille, quand même, ça c'est plutôt pas mal, et présidé la Bibliothèque nationale de France. C'était une de ses dernières breloques. Et ses romans les plus connus, rappelez-vous, c'est Le Sac du Palais d'été, L'Orient Express, Une ville immortelle, tout ça plein de prix. C'était un notable des lettres, sensible aux honneurs et proche des pouvoirs, hein, de tous les pouvoirs. Il était bien en place, ce garçon. Il est mort à 73 ans cette semaine. Voilà. Le second écrivain, donc Denis Guedj, dont on vient de parler, était son exact contraire. Hein. C'était un mathématicien, prof d'université, non moins prolifique romancier d'ailleurs. Il fuyait les honneurs, détestait l'autorité sous toutes ses formes et se consacrait tout entier à la transmission de son savoir, non seulement à ses étudiants, mais au grand public. Parce que rappelez-vous, ça va vous dire quelque chose, Laurent, certainement comme ça dit quelque chose à tout le monde, son bouquin qui a été un best-seller mondial, qui a été traduit dans 20 langues, s'appelait Le Théorème du perroquet. Ça me dit vaguement quelque chose. Ça a été un bouquin qui s'est vraiment très Théorème du perroquet. Théorème du perroquet. Et figurez-vous que ce personnage étonnant a raconté, on emmenait ses lecteurs à travers un polar et leur racontait non seulement les mathématiques, mais l'histoire des mathématiques. Et il obligeait les lecteurs, au fur et à mesure de l'avancée du polar, à résoudre des problèmes de maths simples et aussi très compliqués. Et puis il racontait un tas d'anecdotes sur l'histoire des mathématiques. C'est un livre qui se lit tout seul, qui est formidable et qui a eu un succès fou à l'époque. Mais si t'es pas bon en maths, tu y arrives quand même. Mais non, mais tu y arrives quand même. C'était ça qui était extraordinaire, c'est qu'il nous montrait qu'on était au fond des vrais ânes de ne pas s'intéresser aux mathématiques. Lui, c'était un passionné. T'as un exemple ou pas? Non, j'ai pas un exemple. Je vais pas donner un exemple de mathématiques. Tu veux que je te fasse un problème de mathématiques ici? Non, Philippe, non. Dans un autre livre qui s'appelait Le Maître du Monde, il racontait la naissance du système métrique sous la Révolution française. Et il n'avait pas manqué de souligner le lien qu'il y avait entre le maître et la République une et indivisible, c'est-à-dire une seule mesure rationnelle devant laquelle tous les citoyens étaient égaux. Bon, et ça, voilà, c'était le personnage. Il était comme ça. L'essence des mathématiques, écrivait-il, c'est la liberté. Et il rappelait dans son livre Les mathématiques expliquées à mes filles que l'affirmation mathématique n'est pas vraie parce qu'un chef le dit, mais parce que tout le monde peut le vérifier. Bon, ça c'était l'esprit du personnage. Il était comme ça, ce prof romancier épris de justice et de liberté, avait également son franc-parler et tenait dans Libération une chronique qui s'appelait Les Chroniques mathématiciennes, qui mordait en permanence sur la politique. 2 exemples. Il dénonçait les mathématiques vendues aux financiers et le capitalisme qui devait se transformer ou disparaître. Alors on va encore dire que c'était un coco. Eh ben non, c'était pas un coco. Vous avez compris que cet homme qui avait, alors s'il avait une silhouette massive, une chevelure
abondante, des grosses lunettes, l'oreille gauche percée d'un anneau et un perpétuel sourire narquois aux lèvres. Et c'était un contestataire, mais impénitent. Mais pas pour ça, il était coco, il était, voilà. À la suite de mai 68, il avait fondé le département de mathématiques à Vincennes Paris 8. Vous savez, cette université qui est née au lendemain de mai 68. Au théâtre, il donnait des spectacles avec quelquefois ou seul ou avec une contorsionniste pour faire encore passer son histoire des mathématiques. Beaucoup de pièces de Racine, hein, c'est normal. Oui, voilà, bien sûr, de Racine Carré même. Bon, voilà. Et au cinéma, il avait même signé un scénario d'un documentaire fiction qui s'appelait La vie t'en a qu'une, ce qui résume assez bien la philosophie de ce personnage. Dans la rue, enfin, où il a manifesté jusqu'à ces derniers temps, il a manifesté sans relâche, notamment contre Pécresse, et contre laquelle il avait monté une espèce de ronde qui se perd en permanence devant son ministère. Bon voilà, c'était Denis Gage, un nom qu'il faut pas oublier, et des livres divertissants et qui nous permettaient de nous cultiver, qu'il est recommandé de lire si on veut pas mourir idiot. Il est mort à l'âge de 69 ans et donc vous conseillez particulièrement son roman. Ah oui, c'était un personnage formidable. Le théorème du perroquet, c'était publié à l'époque au Seuil, mais ça doit se trouver aussi en poche. Absolument. Évidemment. Vous êtes un matheux, vous, Stevie, vous étiez bon en maths? Une brêle. Ah ouais? Vraiment. Perroquet, c'est alors. quoi? J'avais 4 de moyenne. C'est simple, c'était les 4 points de présentation à chaque fois parce que je réécrivais tout bien correctement, au propre, etc. J'étais bon en géométrie, théorème de Pythagore, de Thalès, etc. Ça va. Le reste, les A plus B entre parenthèses au carré. Quand même, par exemple, racine carrée de 49. Non, 7. Eh ben voyez, c'est pas si mal. Racine carrée de 49, 7. Oui, non, mais je suis pas non plus à la masse à ce point-là, mais un exemple, je suis incapable de faire une division sur papier. Mais incapable. Je la pose, je ne peux pas la réaliser. Oh, quand même, 9 divisé par 3. Bah 3. Bon, bah voyez. Mais t'es grave, t'as pas pour des petits chiffres comme ça, mais tu me fais, je sais pas moi, 753 divisé par 9. Alors là, mon gars... Attends, mais une calculette. 753 divisé par 9. Je suis incapable. De tête 52. Menteur. Ce qu'il faut, c'est toujours le dire avec beaucoup d'aplomb. Faut être convaincu, quoi. Non, c'est pas possible. Ce qu'il faut, c'est avoir une machine à calculer. Ah, mais c'est vrai qu'on fait plus rien de tête aujourd'hui. C'est ça qui est terrible. La calculette, ouais. Vous, Daniel, vous connaissez bien toutes vos tables? Oui, je connaissais 9 x 9, 80, ça oui. Ah oui. Elle connaît bien la table du jardin, la table de la cuisine, Voilà. la table du salon. Mais non, mais moi je suis plutôt une philosophe, vous le savez bien. Ah ouais. 3 x 7, 21, je me souviens. 7 x 7, 49. Oui, t'avais raison. On vient de le dire. On vient de le dire, c'est pour ça que je sais. Non mais dis pas Et un 10 truc x comme 10, ça. 100. Dis pas un truc, je suis plutôt philosophe. Justement, c'est ce que Gage démontrait, c'est que la philosophie et les mathématiques, c'était la même chose. Ouais. Et qu'au départ, c'était marié. Les philosophes étaient mathématiciens et vice-versa. Je pense que tu peux être un homme de lettres ou un homme de chiffres. Mais pas forcément les deux. Un homme de lettres n'est pas forcément un homme de chiffres. Et Bertrand Renard, alors. Oh, tu m'as fait peur. Des lettres, alors. Titoff, vous étiez bon en maths à l'école, vous? Bien sûr, excellent. 6 x 6, 36. T'as des choses. Ah oui, ce qui était facile. Bon, on va pas toutes les faire, si. Daniel. Ce qui était facile, c'était les doubles. Sur un sujet, les là. 2 x 2, 4, 3 x 3. C'est sûr que c'était facile, oui. 9, 4 x 4, 16. Mais en fait, vous avez 5 pas x compris 5, parce que... 25, 6 x 6, 36, 7 x 7, 49. Est-ce qu'il y a un stand mort au rat à la foire de Paris? Ou du cyanure, un truc. Ou même du scotch un peu costaud. Un truc rapide, quoi. Moi, en fait, en maths... C'est quand qu'on fait le salon de l'euthanasie? Moi, en fait, en maths, c'était variable parce que c'est vrai que la même année, une année au collège, premier trimestre, deuxième trimestre, j'avais 15. Et puis après, le prof avait changé de place la personne qui était assise à côté de moi. Et j'ai eu 3. Dans un instant, nous aborderons ensemble le livre de la semaine, Cours Nord d'Antoine Choplin, publié aux éditions du Rouergue. Ce sera après la pub. Europe 1, on va se gêner. Le livre de la semaine. Le livre de la semaine s'intitule Cours Nord. Il est signé Antoine Choplin et publié aux éditions du Rouergue. On a confié ce livre à Stevie, à Philippe Alfonsi et à Isabelle Motro. Et comme Stevie est le plus doué pour résumer un livre, c'est sûr. C'est par lui qu'on commence. Alors, c'est l'histoire d'un père et d'un fils. Le fils s'appelle Léo et le nom du papa, je suis désolé, mais il m'échappe. Ils sont tous les deux dans le Nord, ils vivent dans le Nord. Ils travaillent à l'usine, le père et le fils dans la même usine, etc. Et ça va pas très bien
parce que le contexte, son père, il est délégué syndical, il est en train de négocier avec le patron, avec les grands patrons qui sont venus en grande voiture, en noir, dans le fin fond de la province pour dire qu'en fin de compte, l'usine va fermer. Et donc, son père va décider de faire la grève de la faim. Parallèlement à ça, on suit Léo, qui est le narrateur. Il se voit pas faire sa vie dans l'usine. Et son seul échappatoire, c'est avec son meilleur pote qui s'appelle Gaspard. Et son échappatoire, c'est la musique. Et alors, on se rend compte, en fin de compte, moi j'ai bien aimé ce livre, il est bien écrit, etc. Mais moi, quand je lis un livre, j'ai besoin, je le dis souvent, j'ai besoin de rêver. Parce que moi, je me visualise et me projeter dans le Nord, dans les anciennes usines, avec les terrils. On est vraiment dans cette époque. Germinal, vous n'aviez pas aimé, par exemple. Enfin, voilà, j'ai besoin de me... Alors, c'est bien écrit, c'est vrai que c'est un plaisir à lire. Et papa fait une grève de la faim pour protester pour protester, etc. Contre la fermeture de l'usine. Contre la fermeture de l'usine. Et on voit ce fils qui n'a pas envie d'avoir la vie de son père. C'est que il veut pas reprendre. Si vous voulez, allez, je pense qu'à l'époque du père, le fils devait faire le même métier que le père. C'était ainsi de suite. C'était comme ça. Sauf que là, on arrive à une génération où, quand on n'a plus envie, on n'a plus envie. Et puis, on sait que de toute façon, l'industrie, aujourd'hui, elle est en train de mourir. Donc, il va forcément falloir faire autre chose, quoi. Curieusement, les enfants de mineurs ne sont pas mineurs. Voilà. Mais c'est bien trop. Mais ah oui, alors moi, j'ai vraiment adoré ce livre. Je trouve que c'est un livre magique parce que c'est ça la littérature. C'est-à-dire qu'on ne sait pas comment ça se passe. C'est de la magie. Vous racontez l'histoire, effectivement. C'est un type, il suit son père qui fait une grève de la faim parce que l'usine est en train de fermer, c'est inéluctable. Vous vous dites, oh là là, le sujet, ça plombe, quoi. Et pas du tout. C'est extraordinaire. Vous commencez le livre, vous allez jusqu'au bout. Il y a une espèce de petite musique. Alors là, double titre, parce que le type qui raconte Léopold est un trompettiste. Il parle de Chet Baker et il joue du Thelonious Monk aussi. Il écrit comme ça, c'est une espèce de petite... D'ailleurs, le livre est divisé en chapitres qui sont le thème, les variations, etc. Et effectivement, il y a quelque chose de musical dans sa façon d'écrire, d'un peu triste comme le blues, comme certains jazz, comme Chet Baker en effet. Et c'est prenant, c'est fascinant, c'est envoûtant et c'est formidable. C'est assez triste en effet, plutôt mélancolique parce que c'est la fin d'une époque. On voit bien que c'est la fin d'une époque, l'époque de son père, l'époque des usines, qui était très dure mais qui était pleine aussi de solidarité, de chaleur humaine, tout ça s'effiloche. Et lui, c'est la suite, ça fait rien, il y aura autre chose. Et il y a aussi l'histoire avec sa mère qui est formidable, qui elle était musicienne. C'est un livre sur les relations familiales. C'est un livre sur les relations familiales et on le découvre au fur et à mesure, on découvre des choses au fur et à mesure. Il y a des notations poétiques. Non, il n'y a pas de photos. C'est un livre formidable. Cours Nord d'Antoine Choplin aux éditions du Rouergue. Philippe Alfonsi, votre avis? Très très beau livre. Je ne l'ai pas vraiment lu comme ça, moi. Parce qu'en plus, moi qui suis un passionné de jazz, je partage la même religion que cet auteur pour Thelonious Monk. Et c'est formidable parce que c'est vrai que la musique de Thelonious Monk traverse tout ce bouquin. C'est formidable. Mais moi, je ne l'ai pas lu comme ça parce que quand je regarde la télévision... Expliquez quand même pour ceux qui ne connaîtraient pas qui est Thelonious Monk. Thelonious Monk, c'est un pianiste de jazz absolument formidable qui a vraiment emmené le jazz du côté de la musique à son plus haut niveau. C'est presque déjà du classique. Enfin, c'est extraordinaire. C'est vraiment un très 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 grand musicien. Un communiste. Pas du tout. C'était pas un ami de Art Tatum. C'était cette grande époque. Oui, bien sûr. Et alors, revenons à Cournord. Moi, ce qui m'a frappé dans ce bouquin, c'est que pour la première fois, ce qu'on voit à la télévision sans arrêt, ce qu'on entend à la radio sans arrêt, telle usine est en train de se battre pour essayer d'empêcher sa fermeture, telle usine est en train de se battre pour empêcher les licenciements, etc. Et ça passe à toute vitesse à la télé et on voit des gens avec des pancartes et des gueules tristes, etc. Et on ne sait pas ce qu'ils ont dans la tête et on ne sait pas ce qu'ils sont en train de vivre. Et bien ce livre, ça vous le fait vivre. C'est formidable. Et au lieu de vous le faire vivre comme une histoire sociale, ça vous fait vivre vraiment à l'intérieur de deux histoires personnelles d'un père et d'un fils et qui, à travers leurs propres problèmes, leurs propres chagrins, leurs propres espoirs. Et c'est ça qui est formidable. Et on voit tout d'un coup des vrais personnages. Tout d'un coup, ça donne vie, si vous voulez, à ce qui passe tellement vite en ce moment et avec tous les jours des ouvriers qui perdent leur travail, etc. C'est pas la fin d'une époque, comme tu disais. C'est la fin du travail. Et ça, c'est épouvantable.
épouvantable, avec tout le respect qu'on peut avoir pour le travail, avec toute l'envie de travailler que peuvent avoir les gens, et tout d'un coup, il n'y en a plus. Bon, c'est pas que le fils n'ait pas envie de travailler comme son père. Le fils, il est porté par sa musique, c'est autre chose. Bon, d'ailleurs, il dit que c'est du travail aussi, la musique. Mais voilà, et que la musique est aussi un travail, etc. Bon, pendant cette grève... La musique est un cri qui vient de l'intérieur. De n'importe quel pays, de n'importe quelle couleur. Ça s'appelle Cours Nord. C'est beau livre. Fortement conseillé par Isabelle Motro et Philippe Alfonsi, et même un peu par Stevie. Oui, c'est bien écrit, c'est un peu triste, mais c'est sympa. Cours Nord, Antoine Choplin aux éditions du Rouergue. Europe 1, on va se gêner. Ciné, Motro, Pampan. Toujours depuis la foire de Paris, la partie cinéma de notre émission. Comme chaque vendredi, on ne change pas les bonnes habitudes. Monique Pantel est au téléphone pour nous dire ce qu'elle a pensé des films sortis mercredi dernier. Bonjour Monique. Eh bien, je vais très bien. C'est vrai ? Oui. Ça tombe bien, je vous demandais pas, mais ça me fait plaisir. Très beau aujourd'hui. Ah, il fait très beau, mais où êtes-vous pour qu'il fasse très beau comme ça ? En fait, non, elle a fait une cassette. Elle a enregistré une cassette et elle n'est pas là, elle est déjà partie en week-end. Alors Monique, bon, je vais très bien. C'est encore. C'est un peu la méthode Coué, j'ai l'impression. Je vais très bien, je vais très bien. Peut-être que les films vous mettent de bonne humeur aussi. Ah Monique. oui, alors. Très bien. Alors parlons de ceux qui sont sortis mercredi et commençons peut-être par un film dont on parle beaucoup, un film avec Ben Stiller qui s'appelle Greenberg. Merde. Ah oui, ça va moins bien. Là, d'un seul coup, ça va beaucoup moins bien. C'est pas bien ce film ? Eh ben si. Ah bon, bah pourquoi vous En dites... sortant, j'ai demandé à mon voisin, vous l'avez trouvé comment ? Complètement con. Ah. J'ai rien ajouté. C'est l'histoire d'un type très dépressif qui s'installe chez son frère en vacances et qui a laissé son chien et sa gouvernante un peu zinzin. Le barjot et la dinde s'entendent si bien qu'il lui fait d'emblée un cunilingus remarquable selon une critique. En clair, il lui embrasse le sexe. Ouais. Et pendant ce temps, le chien aboie. Bah, vous n'aimez pas donc ce film du tout alors ? Il faut être une intello new-yorkaise pour aimer ce film. Greenberg, Isabelle Motro ? Oui, non, je suis assez d'accord avec Monique. En fait, ça fait un peu mode, un peu... Je pense qu'il faut attendre qu'il passe à la télé, en fait, pour l'apprécier vraiment. Bravo, Motro. Non, mais c'est vrai. Pour une fois, elles sont d'accord. Alors, on règle... Un film de dimanche soir. On règle Greenberg de et la ça carte. Marche quand même un petit peu. Hein. Ça marche quand même pas mal. Mais c'est écrasé par le top du box-office cette semaine, Iron Man 2. Ah oui, Iron Man avec Robert Downey Jr. Vous l'avez vu, Monique ? Et bien sûr, Scarlett Johansson quand même. J'avais adoré le premier. Oui, moi aussi. Le deuxième m'a moins passionné, mais je dois être rouillé. Alors, comme le super-héros, superbement bien joué par Robert Downey Jr., je vais m'injecter du plutonium. Ça va me booster. Et comme ça, je vais aimer le film et tous les autres. Et en même temps, je sauverai tous les gens qui ont besoin de moi. Mais si t'as besoin de quoi que ce soit, il y a Daniel Evenou avec nous. Hein. Elle a pas mal dérouillé, elle aussi. C'est trop compliqué pour moi, mais c'est pas fait pour moi non plus. Bon, mais c'est plutôt réussi quand même dans le genre super-héros, évidemment. Oui, bon. Si vous voulez. Iron Man 2, avec quand même aussi Mickey Rourke, hein, il faut signaler. Oh, il est bien, je l'aime. Je l'aime, il me fait trop rire. En plus, il n'y a pas besoin d'effets spéciaux, c'est ça qui est bien avec sa tronche. Ah oui, un effet spécial à lui tout Donc seul. ça cartonne, évidemment. Alors oui, ça cartonne, mais on comprend pourquoi. D'abord, c'est un film pour les garçons. Hein, il y a que les hommes sont en fer, les femmes sont bien en chair. Vous voyez, c'est la philosophie du truc. Non, mais c'est vrai. Bon, alors pour je dirais 4-5 minutes, il y a des explosions, des combats, des courses de bagnole, des choses comme ça. Vous voyez, c'est très formaté. Ouais, c'est ce qu'on va voir. Hein. Quand on va voir Iron Man 2, on va. Oui, tout à fait. C'est un film de popcorn qui est fait pour ça. On va pas voir un film de doyon. Dans le premier. C'est sûr que si le mec il met sa panoplie, il reste 2 heures devant la fenêtre à regarder la pluie. Mais dans le premier, il y avait. un peu déçu, quoi. Dans le premier, il y avait un peu un fond quand même. Il y avait un peu une espèce de critique, d'ironie, etc. Là, il y a moins quand même. Cela dit, c'est vrai que Mickey Rourke est extraordinaire. C'est le méchant. Alors la figure du méchant, là, elle est formidable. Vraiment, il est extraordinaire. Et il y a quand même des dialogues qui sont pas mal. Iron Man 2. 2 films français maintenant, Monique. On commence par un film d'Alexandre Arcadi avec, je dois dire, une belle distribution. Patrick Bruel, Vincent Elbaz, Pascal Elbé et Éric Caravaca. Rien que des bons acteurs. Ouais. Il y a 30 ans, le même Arcadi faisait des films adorables sur le folklore chaleureux pied-noir. Oui. Aujourd'hui, il travaille dans la même ligne, mais le parfum s'est évaporé. Aïe. Reste l'histoire abracadabra. N'essayez pas. D'une famille de juifs pieds noirs dont un des fils
saute les plombs. Du coup, la famille entière est menacée par des gitans, armés jusqu'aux dents. Je dis juste pour la rime. Ouais. C'est pas bon du tout. Hein. Mais j'en dirai pas plus. C'est pas bon, pas réussi. Parce que vous savez pourquoi j'ai peur. Pourquoi vous avez peur? Pour son dernier film, il m'appelait, Arcadie. Ah oui? Je savais que tu étais conne et maintenant je sais que tu es méchante. J'ai dit, t'as appris une information. Il m'a raccroché au nez, alors j'ai décidé de trouver tous ces films bons. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est juste parce que j'avais mal le pied. Écoutez, franchement, je dois dire que vous n'êtes pas la première à, je crois, critiquer ce film. Donc Alexandre Arcadie ne vous en voudra pas à vous spécialement. Comme les 5 doigts de la main, Monique. Et maintenant Isabelle. Non, mais je pense qu'Arcadie, s'il appelle tous les gens qui disent du mal du film, il va passer son week-end au téléphone. Hein. Ah oui, parce que là, c'est quand même... Non, mais c'est dommage, parce qu'une distribution formidable quand même. LB, qui est toujours formidable, lui aussi. Ça fonctionne pas, parce que l'histoire, le scénario, on peut pas y croire 2 secondes, quoi. Et puis, Bruel, quand même. Quoi? Je sais pas, il joue au poker, quoi. Il est bien au poker, mais là... Voilà. Il a été bon dans certains films, Patrick Bruel, quand même. Il y a des films où il était très bon comédien. Alors, allez, lesquels? Par exemple, Force Majeure, je me souviens, avec François Cluzet, ou même l'adaptation du bouquin sur la psychanalyse. Bon, alors, on va pas... Dans les jolies choses. Oui. Le Jaguar. Non, bon, je fais un peu ma mauvaise tête. Le Jaguar des films dans lesquels... Parfois, il a été bon. Le Secret, par exemple. Parfois, il a été bon, mais là, franchement, on ne ça marche ou ça marche pas, alors? Alors, ça marche, c'est la 2e sortie de la semaine. Sur Paris, ça démarre assez bien, mais loin derrière Iron Man. Hein. J'ai oublié de te dire un film avec Omar Sharif. Il est quand même assez rare sur les écrans, Omar Sharif. Et Émilie Dequesne. Qu'est-ce que ça vaut, ça? J'ai oublié de te dire. C'est une fille qui sort de prison et qui rencontre un vieux peintre qui perd la mémoire. Ça, c'est Omar Sharif. Alzheimer, nous voilà. Alors, elle décide de l'accompagner jusqu'à la fin. C'est fait pour faire pleurer. Moi, j'ai oublié de pleurer. Ça n'a pas marché sur vous, en tout cas. Oh, pas du tout. Isabelle Motro. Ouais, c'est vrai, c'est dommage parce que Omar Sharif, on est ravis de le voir. On voit quand même pas si souvent que ça. Il donne les pronostics à un moment donné dans le film, non, pas du tout. Émilie Dequesne, c'est aussi une grande comédienne, mais c'est vrai que les ficelles sont un peu trop grosses, quoi. C'est dommage parce que c'est un film charmant par ailleurs. Les personnages sont attachants. Bon, c'est vrai que ça peine un peu à nous convaincre. J'ai oublié de te dire, mais il y a un autre film aussi encore, Monique, c'est Tengri, le bleu du ciel. Celui-là, je l'ai aimé. Oui. Mais parce que j'aime ce genre de paysage. Je dois être d'origine de là-bas. Un film franco-allemand. Oui, c'est très mignon. En fait, c'est beau. Ça parle de quoi, Tengri? C'est une jeune femme, Amira, qui a été mariée de force avec un salaud alcoolique qui se bat avec les islamistes. Mais surtout, il la bat, elle. Alors, elle s'enfuit et rencontre un beau jeune homme, ancien pêcheur de la mer d'Aral, qui a essayé de s'expatrier, refoulé à Calais. Il revient, tombe dans ses bras. Et c'est très joli, c'est très mignon. Et ça m'a plu parce qu'il y a des paysages sublimes. Il y a de la politique, quand même. Et il y a de la pollution, même là-bas, il y a de la pollution. C'est très intéressant, moi, je trouve. Grâce à ce dernier film, ça nous permet d'en retenir 2, parce qu'on peut pas dire que ce soit folichon sur l'ensemble de la semaine. Si je résume, Monique Pantel, on peut aller voir, si on aime les blockbusters, on peut aller voir Iron Man 2, on sera pas déçu parce qu'on sait ce qu'on va voir. Et puis si on a envie d'aller voir un film d'auteur, pourquoi pas Tengri, le bleu du ciel, un film réalisé par Marie Jaoui de Poncheville. Monique, je vous dis Alors, attendez, la semaine prochaine, ça va être génial. Il y a des grands films. Alors, on attend vendredi prochain et on vous embrasse, Monique. Au revoir. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Une demi-heure avec notre invité d'honneur. Mais qui est cet invité d'honneur? À vous de l'identifier, chers amis. Attention, c'est parti pour les questions. Bonjour, invité d'honneur. Bonjour. Vous êtes une femme? Je crois. Une femme. Alors. Vous êtes une femme. Vous êtes comédienne? Non. Chanteuse? J'aurais aimé. Politique? Pas du tout. Vous écrivez? Non plus. C'est la première fois que vous venez à la foire de Paris? Non, je suis venu voir des cuisines il y a quelques années. Est-ce que vous avez fait de la pub, justement? Jamais. Est-ce que vous êtes artiste? Non plus. Est-ce que je peux intervenir? Parce que quand ils vous ont demandé si vous écriviez, vous avez répondu non, mais vous avez publié quand même déjà. J'ai publié, oui. J'ai écrit surtout dans les journaux. Dans les journaux. Donc vous êtes journaliste? Oui. Vous êtes biographe? Non. Vous travaillez dans les médias? Radio, télé, oui?
Oui. C'est toujours une femme. Bonne question de Stevie. Oui, c'est toujours une femme. Ça n'a pas changé depuis 3 minutes. Donc vous êtes présentatrice. Normalement, je suis femme, oui. Vous êtes présentatrice? Oui, on peut dire ça comme ça. Et est-ce que vous travaillez à la télé? Oui. Oui. Vous êtes chroniqueuse? Non. Vous êtes sur le service public? Oui. Est-ce que vous êtes aussi à la radio? Non. Vous travaillez le matin? Non. Est-ce que vous travaillez tous les jours? Est-ce que vous voyez tous les jours? Je travaille tout le temps. À qui vous pensiez, Stevie? Ah bah une femme de chez William Lémergie, mais ça doit pas être ça. Est-ce que vous êtes une femme de chez William Lémergie? Je ne suis pas une femme de William Lémergie. Un premier indice sonore. Avant, j'étais moche. Ma vie était un enfer. Je l'ai rencontré, il a tout changé. J'exfourre. D'une main, je vaporise. Ça m'abuse. Un coup d'éponge, c'est propre. J'exfourre, il agit à fond. C'est chouette la vie. Vous aurez reconnu, et Stevie en tout cas l'a reconnu, la voix d'Alice Sapritch. Est-ce que vous, invité, vous comprenez ce premier indice? Ô combien? Vous êtes l'auteur de ce texte inoubliable sur Gexfour? Non, pas du tout. Vous avez un four, Gexfour? Vous ressemblez à Alice Sapritch? Non, ça serait à la tête. Je ne vais pas donner cet indice. Non, pas trop. Est-ce que vous travaillez dans la pub? Non, pas du tout. Est-ce que vous êtes française? Oui. Est-ce que vous êtes déjà venue dans l'émission de Laurent Ruquier comme chroniqueuse? Ah non, comme chroniqueuse, jamais. Vous êtes à l'antenne plutôt l'après-midi? Non. Est-ce que vous voyagez? J'ai beaucoup voyagé, oui. Pour votre métier? J'ai voyagé pour mon métier. Mais plus maintenant. Vous passez tous les jours votre émission est tous les jours à la télé? Non. Non. Une fois par semaine? Oui. Une fois par semaine, oui. Le week-end? Oui. Parfois, oui. Dans le sport, alors, vous êtes? C'est sportif, mais ce n'est pas du sport. Enfin, ce n'est pas du sport. Vous parlez de sport? Non. Parfois, mais pas forcément. Je parle parfois avec des sportifs. Attention, un deuxième indice. C'est moi qui suis Golargol, loup qui chante en fa, en sol, en do dièse, en mi bémol, en gilet et en faux col. Le roi des oiseaux, vous le savez mes amis, m'a donné un beau sifflet pour faire un quick, 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 quick. Oui, c'est moi qui suis Golargol, loup qui chante en fa, en sol, en do dièse, en mi bémol, c'est moi qui suis Golargol. Est-ce que vous êtes un ancien élève de Mireille? Alors qui est Mireille? Mireille, c'était une grande chanteuse qui a créé beaucoup de chansons, le petit conservatoire de la chanson, et qui a écrit ça. Est-ce que vous avez fait partie du petit conservatoire? Et non, je n'ai pas Est-ce que votre... bon, on va dire que vous animez une émission de télévision. On va dire ça, oui. On va dire ça. Est-ce que cette émission est le week-end? Oui, début de week-end. Est-ce que... Est-ce que vous... Pas spécialement, mais pas toujours. Mais pour vous, le week-end, il commence le vendredi ou il commence quand? Il commence le vendredi. Vous êtes brune? Non. Est-ce que là vous êtes sur le service public, vous nous l'avez dit, mais est-ce que vous avez déjà été sur d'autres chaînes que des chaînes du service public? Oui, bien sûr. Est-ce que vous avez connu la période? Est-ce que vous travailliez déjà quand il n'y avait qu'une seule chaîne? Non. Quand il y en avait 3? Je ne suis pas si âgé. Quand il y en avait 3? Quand il n'y en avait que 3, attendez. Est-ce que vous présentez un JT? Non, j'ai commencé dans les années 80. Est-ce que vous présentez un magazine? Oui. J'ai d'ailleurs un nouvel indice sonore. De quoi il s'agit? Est-ce que vous, invité, vous avez reconnu ce générique? Mais non, figurez-vous. J'étais sûr, c'est à chaque fois comme ça. C'est son premier générique, non? Tout à l'heure, on dira de quel générique il s'agit. Bon, est-ce que c'est un magazine culturel? Non. Est-ce que ça s'adresse aux enfants? Non plus. Est-ce que vous présentez une émission plutôt courte ou plutôt longue? Longue en enregistrement, mais elle est plutôt longue. D'accord. C'est pas un truc court, quoi. C'est pas un truc de 3 minutes. Non. Vous avez un invité différent chaque semaine? Oui. Et vous présentez avec quelqu'un? Toute seule.
Ça m'amuse parce que autour de la table, je dois dire, moi d'abord je pensais que ça allait être beaucoup plus rapide que ça, mais alors je les vois sécher. Est-ce que vous aimez le thé et le café? Le thé, le café. C'est pas le vendredi soir. C'est pas le vendredi. Non, mais c'est pas le vendredi. C'est pas le. À qui vous pensiez? Catherine Sellac. Est-ce que vous Ouais, êtes moi aussi. Catherine Sellac? Je ne suis pas Catherine Sellac. Ah, la perdu. Est-ce que vous, lorsque vous interviewez vos invités, est-ce que vous allez assez loin dans leur vie privée? Ah, plutôt, oui. Et dans leur vie publique? Je sais qui c'est. Vous travaillez sur France 3 peut-être. Ah, il se pourrait, oui. D'un seul coup, Isabelle Motro et Philippe C'est le Alfonsi se sont trouvés, je crois, pour identifier notre Mais invité. alors je ne vois pas le rapport avec Alice Sapritch. Ah bah ça on va l'expliquer tout à l'heure, mais peut-être il faut d'abord donner le nom de la personnalité à qui vous pensez. Moi je pense à Mireille Dumas. Est-ce que vous êtes Mireille Dumas? Oui. Mireille Dumas qui va nous rejoindre dans un instant. Et je sais pourquoi elle va venir. On va se gêner revient, l'invité mystère vient d'être découvert, c'est Mireille Dumas. Elle est aussi sur le stand, sur le studio Europe 1 à la Foire de Paris, qui se trouve dans le hall 1. Mireille Dumas nous a rejoint ici au stand Europe 1 à la Foire de Paris. C'était elle. C'était elle, Mireille Dumas, l'invitée d'honneur, que quand même vous avez eu un peu de mal. Non, Oui, non, je trouve non. qu'ils ont séché longtemps. Non, mais hein. attends, Ça veut dire que dans le moins, Alors ça preach. dans le moins 10, pardon, mais là, il nous a Je vais vous piégés. expliquer. Pourquoi Parce que c'était pas c'était, je pense que comme tu pensais que ça allait être très très facile, tu as vraiment compliqué la tâche. Ah, j'ai pas C'est compliqué vrai, la non tâche. mais ça preach, c'est déjà, j'allais dire, ancien. Non mais j'ai commencé ma carrière en faisant quand même des documentaires, beaucoup de documentaires, et j'ai fait mon premier documentaire avec Alice Sapritch en Turquie. Ah là 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 là. Ah, voilà. Ça s'appelait Le passé retrouvé, Ah oui. Alice Sapritch en Turquie. Oui, de même Aznavour, Yannick Noah. Moi, j'avais et vu, Bedos en Algérie. Bedos. En Oh là Algérie, là, voilà. c'est Et vous avez fait un documentaire sur Colargol? Ah, alors attendez, on repasse ce générique si vous voulez bien de Colargol. C'est moi qui suis Colargol, loup chantant fa sol, en do dièse, en mi bémol, en gilet et en faux col. Le roi des oiseaux, vous le savez mes amis, m'a donné un bon sifflet pour faire un cuit. Je n'en sais rien, je ne comprends rien. C'est vous qui chantez, allez, avouez-le. Mais je ne comprends même pas. Alors, Laurent va nous expliquer certainement. Je ne vois pas le rapport. Dites-moi, Eh ben, Laurent. tout simplement, Alors, c'est vrai que c'était un indice un alors, peu tordu, alors, oui. mais Colargol est chanté par Mireille. Et vous êtes désormais la Mireille de la télévision française. mais c'est pour ça qu'il y avait déjà le petit conservatoire de la Mireille. chanson, Voilà. oui. Mais j'ai l'impression qu'on parle d'il y a très longtemps. Il y a la Muraille de Chine et il y a la Mireille de France. Et c'est vous, Mireille Dumas. Alors, fallait mettre Mireille Mathieu, alors. Dans les Mireilles, tu Dans vois. les ça Mireilles, été on aurait plus pu en simple. faire Non, parce que d'abord, il faut quand même le dire, c'est Daniel Evenou qui a pensé à Mireille. Il fallait déjà savoir que c'était Mireille du Petit Conservatoire qui chantait Colargol. Donc je ne pensais pas déjà que vous alliez aussi vite aller sur Mireille. Mais après, vous n'avez pas fait le rapprochement. Non, non, mais Titoff a raison. Là, tu nous as mis que des pièges. Là. Alors, C'est-à-dire que même moi, j'ai débranché de moi-même. Voilà. hein. Laurent, je ne savais plus. Le troisième indice, Alors là. c'était un générique. Alors même Mireille Dumas n'a pas trouvé de quel générique il s'agissait. Non, je ne te dire toujours pas. C'était Sexy Folie, ça. Oh là là. Ah là là, j'ai oublié. Et ça, Sexy Folie, c'était pour TF1 à l'époque. C'était tout à fait. Non, France 2. France d'abord, 2 Antenne 2 d'abord. Ah, Antenne 2. Antenne 2, puis TF1 avec Pascal Brognaud. Voilà. Et c'était l'époque, c'était avant la privatisation de TF1. On revient encore très longtemps derrière. Et j'interviewais effectivement des artistes. C'était très rigolo. Et voilà pourquoi Jérémy Michalak vous a J'avais posé la oublié, question, est-ce que j'avais vous avez oublié. travaillé uniquement pour le service public? Non, vous avez aussi Non. parfois travaillé pour des chaînes privées, entre autres TF1. Bon, alors après, ça aurait été beaucoup plus facile parce que j'avais effectivement les génériques de Bal et Masque ou de Vie privée, Vie publique. Mais si vous êtes ici avec nous aujourd'hui, vendredi, chère Mireille, c'est pour une toute autre émission, un tout autre documentaire qui s'appelle Les grands hommes du petit écran. C'est la deuxième partie qu'on va voir dimanche soir sur France 3 à 20h35. Je crois que c'était Guy Lux, Yves Mourouzi et Léon Zitrone Tout le à week-end fait. dernier. Tout à fait. Et après-demain, dimanche, c'est au tour de Pascal Sevran et de Jacques Martin d'être les objets de votre documentaire. C'est bien ça, Mireille? Exactement. Pourquoi d'un seul coup, voilà, qu'est-ce qui vous a intéressé chez ces monstres, on peut appeler ça des monstres, de la
télévision. Oui, des monstres sacrés monstres pour certains, mais enfin du talent à revendre, de sacrés tempéraments. Et ce qui m'a intéressé, c'était de faire partager au public 30 ans de télévision, des moments vraiment qui nous ravissent tous, des moments... Je suis sûre que certains ont oublié, n'ont pas vu, et en même temps faire le portrait de ces grands bonhommes de la télévision et aussi l'évolution de la télévision. C'est très intéressant. On voit à quel point, selon les périodes, la télévision vraiment acceptait l'humour et la provocation très loin, et à certains moments prenait de grands retraits. Mais c'est ça, je trouve, qui est tout à fait étonnant, c'est qu'on a oublié ça, et quand on voit certains passages du documentaire, on a l'impression que c'est il y a 100 ans, quoi. Par ailleurs, je trouve qu'il y a des choses qu'on supporterait plus aujourd'hui à la télé, hein. Non, c'est clair. Vrai. Mais Jacques Martin roulant un joint et faisant fumer quand même Virginie Lemoine dans Un siphon fond. Je parle de Jacques Martin que vous avez bien connu, Laurent. Moi aussi, qui a été un découvreur formidable quand même de talent, qui en a lancé beaucoup sur France 2. Vous, Julien Courbet. Laurent Gérard. Et même avant au Petit Rapporteur. Et au Petit Rapporteur. Stéphane Collaro, Pierre Toute l'équipe du Petit Rapporteur. Et c'est insensé. Parfois, ils font des sketchs qui vont très loin. Je pense au joint en direct, quand même, où il fait fumer Virginie Lemoine qui part en extase. On ne peut plus faire ça. Non. Franchement, à l'antenne aujourd'hui, on se fait virer. Dans les coulisses, oui. Dans les coulisses. Alors, il y a un truc aussi, moi, que j'ai trouvé frappant, c'est l'absence totale de femmes. Parce que les femmes, au début, étaient d'abord à des postes de direction, finalement en retrait, beaucoup, où étaient speakerines. Et il a fallu attendre quelques années avant, effectivement, qu'elles soient vraiment à l'antenne. Ça va quand même, il y a eu les Coco Girls. Et justement, c'est ça le problème. Un mot sur les choix que vous avez fait, Mireille Dumas, de ces 5 hommes-là. Jacques Martin, Pascal Sevran, donc qu'on verra dimanche soir sur France 3 à 20h35. Mais les 3 précédents aussi, Guy Lux, Léon Zitrone et Yves Mourouzi. Est-ce qu'on s'aperçoit pas aussi finalement que la télévision, c'est éphémère? Parce que ce sera pas le cas pour Sevran, parce qu'il était encore sur les antennes il n'y a pas si longtemps. Jacques Martin aussi. C'est vrai, mais ça a été difficile la fin pour Pascal sans télévision aussi. Mais je veux dire par là que les plus jeunes des téléspectateurs savent encore aujourd'hui qui est Pascal Sevran, qui est Jacques Martin. Mais par exemple, Guy Lux et Léon Zitrone, pour notre génération, à nous, évidemment que ça évoque beaucoup de choses. Mais allez interroger aujourd'hui un jeune de 20 ou 25 ans sur Léon Zitrone ou sur Guy Lux. 20-25 ans, il y a eu Interville quand même. Il y a eu Interville. Interville. Du coup, il y avait les deux. Bien sûr. Ah oui. Et Léon Zitrone, ça vous dit quelque chose? Léon Zitrone, oui, parce qu'il y avait des films, on l'a vu dans des films comme 2h moins le quart avant Jésus-Christ, mais après les émissions de Léon Zitrone, on l'a connu plus à la radio peut-être. Alors c'est vrai quand même, c'est très éphémère le succès. Non mais c'est vrai, mais on l'a, surtout les gens ont découvert qu'il avait fini sa carrière, le pauvre Léon, en présentant l'horoscope sur TF1, ce qui était quand même triste et pathétique. Moi la conclusion de tout ça, c'est que vraiment il faut décrocher avant que la télévision ne décroche de vous. Il ne faut pas vieillir à l'antenne, Laurent. Ah vraiment, vous pensez ça? Ah mais moi je pense qu'à un moment donné, il faut avoir la sagesse de partir, parce qu'on les voit tous, ils sont accros. C'est pas ce que dit Michel Drucker, par exemple. Oui, justement, Michel dit qu'il veut mourir pratiquement sur scène à l'antenne, mais c'est l'un, je vais dire, des derniers monuments de cette génération-là. Ça veut dire qu'il faut quand même faire attention, parce qu'on voit à quel point ils ont été en même temps formidables, et la télévision était complètement leur vie, quoi. Et ils ont d'ailleurs sacrifié, on le voit tous, beaucoup leur vie familiale. Alors ce qu'il faut préciser pour ceux qui ont vu Mourouzi, Zitrone et Guy Lux dimanche dernier, et qui regarderont Pascal Sevran et Jacques Martin dimanche soir à travers votre documentaire Les grands hommes du petit écran, c'est que ce ne sont pas des hagiographies. On voit dans ce documentaire aussi les défauts de ces personnalités-là. C'est ce qui était intéressant. Et je me suis aperçu que tous ceux qui participaient d'ailleurs au portrait, et toutes les stars de la télévision d'aujourd'hui, les proches, tout le monde a accepté de parler sans langue de bois. Et ça, c'était très intéressant, parce qu'effectivement, ça ne remet pas du tout en question leur talent, mais vraiment, les tempéraments, les défauts sont croqués. Et alors, on a une scène avec Pascal Sevran. Vous savez que Pascal Sevran était quand même aussi, avait un sacré caractère, et il était un peu raide sur ses
émissions parce qu'il ne voulait être filmé que du côté droit. Et il y a une scène, parce que on a retrouvé des archives formidables, et on a une scène avec Julio Iglesias qui ne veut être filmé que du côté droit. Ce qui fait que pendant 5 minutes, il se tourne autour pour prendre le beau côté. C'est absolument saisissant. C'est saisissant. Et Zitrone, pas facile évidemment. Il était tellement, j'ai envie, entre guillemets, tous le disent, odieux, que même son équipe le piégeait parce qu'il était formidable. En même temps, il était avec les puissants très très condescendant, obséquieux, assez méchant avec les petites gens, et son équipe l'a piégé quand même. Ils lui ont fait croire en direct que le chien à l'époque de Valéry Giscard d'Estaing, président de la République, s'était égaré, et en direct, aux 20h, vous imaginez Léon qui dit voilà, il faut retrouver le chien de Valéry Giscard d'Estaing. Et il a reçu un coup de fil de l'Élysée juste après, lui disant mais qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? Il était fou pendant un mois, il n'a plus parlé à personne. Mais c'est intéressant de voir aussi les relations justement des gens de la télévision aussi avec le pouvoir. C'est ce qu'on voit tout au long de ces émissions. Et Guy Lux, caractériel. Caractériel aussi. Caractériel. Et moi j'étais saisie, parce que ça ne se pratique plus à la télévision, je rassure tout le monde. Mais je crois que c'est Gérard Louvain qui nous le dit. Hein. J'ai lu ça parce que j'ai pas vu cette partie-là de votre documentaire, mais j'ai lu que Gérard Louvain racontait à propos de Guy Lux que Guy Lux se faisait payer des vacances ou même des maisons par les producteurs des chanteurs pour qu'ils les diffusent dans ses émissions. Tout à fait, ils en témoignent tous. Non mais c'est un temps révolu. Il faut dire que c'était des personnalités qui étaient, vous imaginez, il y avait 1 chaîne, 2 chaînes, 3 chaînes. Léon Zitrone était aussi connu que De Gaulle. Eh oui. Et même parfois plus. Stevie, qu'est-ce qu'il y a? Il en reste encore de méchants. 1 ou 2. Ouais. C'est-à-dire que là... Il y a William Lémergie. Je sais pas, il bute ses hôtesses. Il étrangle les gens, ça n'a rien à voir. Voilà. Non, mais il faut dire que c'est plus facile évidemment de parler d'eux maintenant qu'ils sont morts. Est-ce qu'on pourrait faire ce genre de documentaire sur des animateurs vivants, Mireille? Sérieusement, comme ça serait difficile, avec ce franc-parler. Mais nous, on a fait attention, parce que on a fait attention de montrer tout ce qu'ils avaient apporté à la télévision, leur immense talent, l'innovation, parce qu'ils ont créé des tas d'émissions, ils ont créé la télévision quand même. Mourouzi aussi, évidemment. Mais Mourouzi, j'ai envie de dire que c'est presque le plus génial d'entre eux. Pourquoi? Parce qu'écoutez, c'était absolument insensé. C'est lui qui a fait sortir le JT des studios, qui a fait les grands duplex, les extérieurs. Il était capable de se pendre à un hélicoptère pour présenter le journal. Enfin, il se mettait quand même. Vous vous rendez compte, il recevait le président. Le président ou même le colonel Jaruzelski, et il mettait lui-même peut-être que personne ne dans la lunettes noires, ne sait qu'il est, mais ces lunettes noires, c'est-à-dire vous imaginez l'impertinence. Il était capable de faire des sketchs incroyables. C'est lui qui a interviewé le président Mitterrand comme ça, assis sur la table. C'est-à-dire qu'il était d'une grande impertinence et d'une grande originalité tout le temps, avec une vie insensée. Vous vous intéressez à leur vie privée aussi, justement? Oui, parce que leur vie privée, c'était quelqu'un parce que celle de Mourouzi, elle est chargée. Elle est très chargée. Ouais. Et vous savez qu'il en jouait énormément. Quand il recevait un jeune groupe de jeunes garçons qui lui plaisait particulièrement, qui lui plaisait beaucoup même, il jouait avec eux en direct. Il y a des archives où il les invite chez lui quand même. Ah oui? À 13h. Et vous imaginez, mais bien sûr, et vous imaginez qu'il a fait venir sa femme, Véronique, aux 13h, il l'a présentée comme ça aux téléspectateurs. Aujourd'hui, c'est inimaginable des choses pareilles. Jacques Martin et Pascal Sevran sont les 2 grands hommes du petit écran qui termineront cette série, puisqu'il n'y aura pas de numéro 3. C'est 2 numéros pour l'instant, Mireille Dumas. Ou est-ce que déjà vous vous intéressez à d'autres vedettes de la télé que vous auriez mis de côté? Attendez, il y a Tex, Bernard Montiel et Lagaffe encore. Il faut attendre qu'il soit mort. On peut en tuer quelques-uns. Arrêtez. Non, mais on est déjà en train d'imaginer une suite, mais pas forcément avec des personnalités de façon plus transversale. Parce que c'est intéressant. Ah ouais. En fait, ça raconte aussi la société dans laquelle on vit. Et c'est ça qui est formidable. Avec ses tabous, ses transgressions et en même temps ses avancées. Alors si, dans quelques années, puisque vous allez forcément vous aussi prendre votre retraite télévisuelle, vous nous l'avez dit, annoncé, Mireille, vous avez dit, oui, il faut savoir s'arrêter. Bien sûr, et je le répète. Alors, je ne sais pas dans combien de temps, mais si dans quelques années, dans quelques décennies, on va dire, quelqu'un fait un documentaire sur Mireille Dumas, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on dise de vous? Moi, je pense que c'est aux autres de dire. Franchement, ce n'est pas pour me débiner, Laurent, mais ce sont aux autres de vous décrire. Vous ne pouvez pas vous décrire vous-même. Je pense que ce qui ressortirait... justement, on a interviewé quelques personnes.
On va passer tout de suite la bande son. Non, mais je pense que ce qui ressortirait, et c'est une caractéristique de toutes les personnes qui ont des équipes, qui travaillent beaucoup et tout, c'est toujours le fait qu'on soit quand même à poigne, et je pense, et perfectionniste, et qu'on demande, on est d'abord exigeant avec soi-même et avec les autres. Et je pense que ça ressortirait aussi au milieu d'autres choses. Une vraie fouilleuse, une fouilleuse. Quand même, c'est vrai que Isabelle Motro a fait la remarque. Il s'agit d'un documentaire qui s'appelle Les grands hommes du petit écran. Vous en avez choisi 5, Guy Lux, Zitrone, Mourouzi, Martin, Sevran. Si vous deviez faire, allez, France 3 vous commande pour le mois prochain, les grandes femmes du petit écran. Alors, qui vous mettriez dans les grandes femmes du petit écran, Mireille? Mais disparu Disparu, ou en tout cas, ou disparu de l'écran. Il y aurait Daniel Gilbert. Bah oui, Daniel Gilbert a compté. Evelyne Thomas. Denise Glaser, mais c'est très ancien. Anne Sinclair. C'est très ancien quand même. Anne Sinclair. Christine O'Krent. Oui, elles ont apporté chacune quelque chose. Mais elles sont encore vivantes, à part Denise Glaser. Oui, et ce que je veux dire, c'est que voilà, les personnalités que l'on a choisi de dépeindre avaient un multitalent. Là, on parle de journalistes. Elles ont très bien fait leur métier, mais j'ai envie de dire, elles n'ont été que journalistes. Dans leur spécialité. Dans leur spécialité. Ce qui est incroyable avec ces personnalités, c'est qu'en fait, ce sont des artistes ratés, ils le disent tous. C'est que Jacques Martin voulait être artiste, chanteur, imitateur, chef d'orchestre, enfin, il voulait tout être. Et voilà. Et il n'a été, c'est ce que dit d'ailleurs Bouvard dans le documentaire, que Jacques Martin, et c'est déjà pas si mal. Mais Philippe Bouvard, pourquoi vous l'avez pas mis? Il n'est pas mort. Attendez. Il n'est pas mort. Ne l'enterrez pas, Laurent. Mais c'est un grand homme du petit écran. Mais évidemment. Mais la petite radio. Non, mais ils avaient des talents incroyables. Sevran voulait être chanteur aussi. Enfin, voilà. Et Mourouzi avait plein de cordes à son arc. Des artistes de la télévision. Mais un peu, j'ai envie de dire, franchement, Laurent, un peu dans votre profil. On en reparlera dans. Mais je vous rassure, je suis en bonne santé, hein, Mireille. Est-ce qu'il y a des choses qu'on vous a dites sur eux et que vous n'avez pas osé mettre dans les trucs, dans le montage, tellement c'était. Puis elle va nous le dire maintenant. Moche. Oui, il y a eu beaucoup de choses. Un petit peu. Ça veut dire beaucoup, ça. Non, mais bien sûr. Le DVD va sortir quand? On s'est donné une limite. Oui, parce que quand les gens parlent, ils disent des choses. Par moment, on se dit ça. Franchement, on est dans le domaine du jardin secret. On n'a pas le droit d'y aller. Ouais. Et donc, on a fait ce qui nous semblait bien de faire, c'est-à-dire de montrer vraiment qui étaient ces personnes, d'aller dans leur vie privée. D'ailleurs, tout le monde. Mais voilà, il y a une petite frontière qu'on s'est autorisé à ne pas franchir. Je suis sûr en tout cas que ça donne envie à tous les auditeurs d'Europe 1 et au public présent ici à la Foire de Paris aujourd'hui de regarder dimanche soir à 20h35 la deuxième partie des grands hommes du petit écran. Après Guy Lux, Léon Zitrone et Yves Mourouzi dimanche dernier, eh bien après demain soir à 20h35 sur France 3, ce sera au tour de Jacques Martin et Pascal Sevran d'être retracés, on va dire que ça comme ça, et grâce à des nombreux témoignages et grâce aussi aux excellentes questions de Mireille Dumas. Non, surtout et aux archives. Et aux archives, parce qu'on les revoit évidemment en activité et on voit leurs amis ou leurs collègues du métier témoigner. C'est dimanche soir. Merci Mireille Dumas. Merci à vous. On se retrouve lundi à 16h sur Europe 1. Bon week-end et on revient mardi.